Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne du gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, aujourd'hui on est parti, le sommaire, on t'écoute. Eh bien écoute, sommaire assez dense comme d'habitude, on dit ça à chaque fois, mais on va commencer par des petites news côté Santa Monica, qu'on connaît très bien avec God of War, qui prépare la suite. Tu vas nous parler de God of War d'ailleurs, avec le succès qu'il a en ce moment, il y a des voix qui s'élèvent pour s'en plaindre un petit peu. Tu nous as préparé aussi une petite pépite dans le Game Pass, après des news un peu moins sympas sur la partie NFT Sony, sur Gamecult, vous savez certainement de quoi on va parler, mais des tests en tout cas très intéressants avec Plague Tale, Dark Picture, et enfin nos sujets hors sujet. Donc on va parler de jeux de société et de cinéma avec Dune et Black Panther. C'est un bon programme en effet, assez dense, tu l'as dit encore tout à l'heure. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, on anime régulièrement les pages. N'hésitez pas à liker, partager, ça reste très important. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque émission et là-dessus c'est vrai que ça fait plaisir en tout cas. Ouais, c'est clair, merci à tous. Alors on commence par Santa Monica. Donc on connaît Santa Monica, c'est la filiale de Sony Interactive. Très grande figure aujourd'hui de PlayStation, qui ont commencé, je ne sais pas si tu te souviens Kira, avec le jeu Kinetica. C'était un vieux jeu de course un peu bizarre à la Tron, où les personnages ils avaient des roues sur les mains et sur les pieds. Enfin c'était un peu chelou. Oh putain ouais je me souviens. Ouais tu vois. Ils enchaînaient sur God of War après. Bon là je vais pas te faire l'affront de te faire découvrir God of War. Tu as poncé je crois tous les jeux en large et en travers. À tous ouais. Et du coup, ils préparent une nouvelle IP. Donc, quand on dit IP, c'est une nouvelle licence. Donc, ce serait Cory Barlog qui est sur le sujet, qui est aux commandes. Donc, on connaît, c'est un directeur de la création. Il a notamment travaillé sur des jeux comme X-Men, Tomb Raider et évidemment les God of War. Et donc, il préparerait une nouvelle licence. Il l'a annoncé sur Twitter quand les joueurs lui demandaient quel était un petit peu l'avenir de Santa Monica après le God of War. Et aussi combien de temps ses fans lui demandaient combien de temps il faut pour préparer un jeu. Et il a dit textuellement que le jeu sur lequel il est en sujet depuis quelques temps, ça fait des années qu'il est dessus. Donc potentiellement, ça fait déjà plus d'un an, voire deux, qui travaillent déjà sur cette nouvelle licence pour Sony et donc Santa Monica. Donc là où ça me fait très plaisir, parce que on en avait parlé déjà, Kira, ensemble, c'est que certains éditeurs, certains gros développeurs et même très gros studios, il y a tellement d'argent en jeu, qui généralement campent un peu sur leur position avec des remakes, avec des suites, etc. Et là, voir Santa Monica, qui est quand même un monument, se lancer dans une nouvelle licence, ça fait rêver. Alors on n'en sait pas plus, mais en tout cas, ça fait rêver. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis hyper chaud. Ça fait plaisir, en plus, un petit peu de sang neuf, repartir sur autre chose. C'est vrai que les deux derniers God of War, même si ça restait du God of War, étaient quand même, on peut dire, très très différents de la première saga. Mm-hmm. Et avaient le mérite de renouveler la licence, renouveler le gameplay, même le propos. On peut dire que c'est un nouveau jeu. Hein. Au final, à part Kratos, ça reste un nouveau jeu. Mais là, vraiment partir dans un nouvel univers, moi je suis vraiment chaud. Ouais, ça fait plaisir. C'est une prise de risque qui fait plaisir, et connaissant la qualité du studio, enfin je pense que toi et moi, on nourrit aucune crainte pour ce jeu. Mais ce qui fait envie de savoir maintenant, c'est l'univers, dans quoi ils vont nous emmener. Et ça vraiment, dès qu'on le saura, de toute façon, vous vous doutez, on commentera cette nouvelle. Control 2, l'annonce officielle. Alors je sais que toi comme moi tu as adoré le jeu Control du studio Remedy. Le studio Remedy donc a officiellement annoncé la suite de Control, donc le jeu qui était sorti en 2019. Ça s'appellera tout simplement Control 2. Là le point intéressant c'est qu'ils annoncent un budget initial de développement pour Control 2 de 50 millions d'euros. Et que le studio conservera toujours les propriétés intellectuelles du jeu au final. Ok. Le jeu en question devrait donc suivre Control et les DLC de Control qui étaient sortis juste derrière. Après, il faudra pas attendre Control 2 de sitôt puisque le projet n'en est qu'au stade de concept. Les plateformes visées sont Xbox, Series XS, PC et PS5.
Il ne sortira donc pas sur les consoles d'ancienne génération, comme la Xbox One ou la PS4. C'est très bien ça. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, le premier contrôle est sorti en 2019, c'était un TPS action-aventure. L'histoire et l'ambiance se basent notamment sur la fondation SCP. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de rechercher sur internet, il y a Alt236 qui a fait une super vidéo YouTube là-dessus d'ailleurs. Et au niveau de l'environnement, c'était une architecture très brutaliste avec du béton, avec des bureaux, quoi. Hein. C'était des bureaux, une espèce de pyramide inversée. Enfin, moi, perso, j'avais vraiment adoré. Et ça changeait des cover shooters habituels, car là, on ne se cachait pas pour avancer dans le jeu. En fait, il fallait toujours être en mouvement, en fait, pour pouvoir s'en sortir. Et je suis vraiment très très content. Pour le coup, j'adore ce studio. Je suis très rarement déçu par eux. Et là, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment chouette. Comme tu l'as dit, on a tous les deux adoré. C'est toi qui me l'avais conseillé, le jeu. J'étais passé un petit peu à côté. Et je crois qu'il était sorti tout d'abord sur Xbox, ou en tout cas sur le Game Pass Day One. Enfin, il avait fait un petit peu le buzz côté Xbox. Il est arrivé un petit peu plus tard sur PlayStation. Et je le conseille à tous, parce qu'il est vraiment sympa. Il a une ambiance unique. J'avais jamais vu ça ailleurs. Et c'est les gars qui ont fait Alan Wake, donc qui est aussi un très grand jeu. Petite anecdote, mais c'est mon tout premier jeu sur Xbox 360, Alan Wake, et j'avais été vraiment transporté par le jeu. Et ils ont fait un DLC où il y a un crossover, donc il y a dans l'univers de Control, on peut croiser, ou en tout cas avoir des interactions avec l'univers d'Alan Wake. Donc franchement, super jeu. Il est trouvable assez facilement, il a été dans le PS Plus, il a été dans le Game Pass, il est peut-être encore, enfin vraiment, il est accessible et on vous le conseille très très chaudement. Oui, vous le trouvez aux alentours de 20 € en moyenne maintenant. Et ça les vaut largement en Perfect Edition, je pense, en plus, avec les DLC, à mon avis. Enfin, oui, c'est ça. Vraiment, un très très bon conseil. Donc ça fait plaisir, un Control 2. Franchement, j'ai hâte. Ouais, je suis chaud aussi. Bon, comme nous, dans la taverne du gamer, on fait jamais de jaloux. On a parlé des news business financières de Xbox, de Sony. Parlons un petit peu de Nintendo. Donc, au cas où vous vous inquiétez pour Nintendo et leur stabilité et leur rentabilité, franchement, vous allez voir que ça va. Mais il y avait des chiffres assez intéressants. Comme la première, Kira, c'est la vente des jeux dématérialisés. On en a parlé la dernière fois, où Sony sont à 66% de jeux dématérialisés, donc achetés sur le PS Store. J'ai été très étonné de voir que Nintendo, ils sont à 38%. D'accord. Ça cartonne encore, enfin c'est largement majoritaire. Donc j'imagine, parce que c'est pas le même public, on offre plus facilement des jeux Switch à Noël, aux anniversaires, tout le monde connaît, et des personnes qui achètent pas sur le store achètent en physique. Donc c'est vraiment, c'était un chiffre assez intéressant, donc ça explique aussi pourquoi les jeux Switch sont toujours très très chers. Hein. Mario Kart, on le trouve encore à 50 € alors qu'il est maintenant assez ancien. Et au niveau des consoles distribuées, ils ont distribué 114 millions de Switch pour 109 millions vendus. Donc ils connaissent pas la crise. Et une de leurs stratégies, c'est marrant. Donc ils veulent miser sur des produits dérivés, mais des produits dérivés dans les parcs d'attractions. Donc on le sait, au Japon, ils ont ouvert un parc d'attractions Mario, enfin Nintendo. Les figurines, ils ont des associations avec Lego notamment, et aussi le cinéma. Donc ils disent que ça fait partie de leur stratégie, donc on le sait avec le film Super Mario qui arrive, mais peut-être que ça annonce d'autres licences au cinéma. Moi je suis très chaud pour un jeu Pikmin d'ailleurs, puisque Nintendo nous écoute certainement, donc je passe ma commande. Et un jeu Samus aussi, ce serait cool, le Metroid Prime, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une des licences que j'aimerais. C'est les deux licences que j'aimerais bien voir revenir aussi, ça changerait des sempiternels Mario au final, et repartir sur ces licences qui sont certes, populaires, mais pas autant, oui c'est sûr, mais ça serait bien de les revoir. Ouais, un petit film d'animation pour Pikmin et un film un peu plus dark et tout pour Metroid Prime, ce serait vraiment génial. Et en termes d'investissement, donc ils continuent à investir dans le développement, recherche et développement, donc pour 680 millions d'euros. Les productions hors jeu, donc ça j'en parlais. Et ils vont investir là où ils investissent encore plus massivement, donc c'est sur Nintendo Switch Online, sur leur boutique, pour développer très certainement ce que je disais auparavant, mais le dématérialisé qui sera une source de revenus pour eux. Mais la news que j'ai préférée dans tout ça,
ce sera la dernière chose que je vais dire pour ce sujet, c'est qu'ils ont expliqué qu'au fur et à mesure du temps, ils ont optimisé quand même la Switch. Donc pas techniquement, et ça on s'en rend compte avec les derniers jeux sortis, mais sur la consommation. Les tout premiers modèles consomment 12 watts, et les dernières versions sont plutôt à 7, et la version OLED, elle est à 6. Donc ils ont divisé par 2 la consommation de leur console. Et ça, on l'a déjà dit que c'était un sujet qui était important, ouais, et qui était aussi une façon un peu smart de faire évoluer leur console dans le temps, qui est de optimiser leur consommation sans forcément toucher à l'aspect technique. Et aussi le packaging de leur console a diminué de 18%. Et c'est vrai que maintenant en magasin, on le voit, les boîtes des Switch sont beaucoup plus petites. Ouais, sont carrées. Et pareil, c'est des news intéressantes et qui montrent quand même qui réfléchissent en tout cas leur modèle et qui tendent vers quelque chose d'un peu plus éco-responsable. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils travaillent malgré tout sur l'évolution de la machine, quoi. Ouais, et ça, on en avait parlé avec la PS5. Xbox, il n'y a aucune raison qu'ils fassent pareil. Je crois que sur le packaging, ils avaient déjà entamé la question. Mais je trouve ça vraiment chouette. C'est une façon de monter en éco-responsabilité et tout en étant en plus intéressant pour le consommateur, puisque la consommation de l'énergie en ce moment, je pense que ça intéresse tout le monde. Donc plutôt intéressant ce move. Surtout au nombre de consoles vendues, c'est pas un grain de sable, quoi. Ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. Donc moi j'ai une petite news insolite. God of War, la PETA exige un mode non violent envers les animaux. Donc, je vais récapituler. Donc la PETA, c'est l'association qui milite pour l'éthique et le traitement des animaux, bien sûr. Elle est très connue car elle a fait beaucoup d'actions coup de poing dans le domaine du cinéma, par exemple, ou même plus grand public pour contre la maltraitance animale, j'entends bien. Et donc ils viennent de faire une demande plutôt originale à Santa Monica Studio. Elle demande l'instauration d'un mode de jeu spécial pour retirer la violence contre les animaux du jeu, en fait. Donc ça s'est fait dans un tweet initialement, adressé directement à Santa Monica Studio, et donc l'ONG a écrit « Je vais peut-être un petit peu spoiler, mais je me suis arrangé vraiment pour laisser le maximum de latitude, pour pas que ce soit trop gênant. Donc, ils disent « Ce chien a été enchaîné dehors dans le froid pendant des lustres. Kratos et Atreus l'ont trouvé dans des conditions déplorables, endurant les ravages du froid, sans aucun abri. Il dispose d'aucune nourriture ni d'eau. Tous les chiens méritent un foyer aimant et des canapés chauds. Même s'ils font 60 pieds de haut, si vous avez froid, ils ont froid. » Dans la foulée, donc, l'association a demandé à Santa Monica Studio d'instaurer un mode PETA, en fait, qui retirerait tous les combats contre les animaux, que ce soit les combats scriptés ou des combats facultatifs. C'est pas la première fois qu'ils font cette action-là, car ils l'ont déjà fait en fait pour les combats de coq dans Far Cry 6, ou même la chasse à la baleine et aux requins dans Assassin's Creed. Après, bon, c'est un sujet très sérieux, je suis d'accord, je suis le premier à vouloir défendre les animaux, mais c'est vrai que ça reste assez, assez caustique dans le sens où c'est du jeu vidéo, quoi, ça reste du virtuel, on se doute bien qu'il faut pas maltraiter les animaux, quoi. Ouais, après, en plus, c'est tous les deux une cause qui nous parle, et ils ont fait beaucoup pour ce domaine-là. Après, c'est, je pense, un coup de buzz et un coup de marketing qui est très bien, c'est un coup de communication, mais bon, il faut pas, je pense, mélanger un peu tous les sujets. Je suis certain qu'ils attendent pas à ce que Santa Monica fasse un mode PETA dans leur jeu, mais en tout cas faire parler de l'association comme ça, c'est très bien. Juste, là c'était quand même la mythologie nordique, donc c'est pas quelque chose que Santa Monica a inventé, et je pense pas qu'ils aient demandé de censurer les bouquins d'histoire, mais je comprends tout à fait leur cause. Le coup de buzz est très bien joué, ça a été malin. Simplement, impliquons pas trop. Sanctionnons pas les joueurs là-dedans, ils y peuvent rien, et je pense que Santa Monica ont tout à fait conscience que cette violence, elle est virtuelle, et évidemment nous devons tous protéger les animaux et ne pas s'en prendre à eux, ça c'est une évidence. Eh ben écoute, moi aussi, petite news un peu moins cocasse que toi, mais tout aussi intéressant, et toujours un peu pour faire évoluer l'industrie du jeu vidéo dans le bon sens. Donc c'est le Zero Harm Incomes. Est-ce que tu as entendu un peu parler de ce projet, mon cher Kieran ? Alors justement, pas du tout. J'étais intrigué en voyant ce matin tes news, et explique-moi. Alors du coup, 2 géants du jeu vidéo se sont réunis, donc pas des moindres, Ubisoft et Riot Games. Donc plus besoin, je pense, de les présenter, mais ce sont des acteurs majeurs du jeu vidéo. Ils ont un souci que bon nombre de joueurs
à rencontrer, c'est les interactions nuisantes, comme ils peuvent dire, entre joueurs via les systèmes online, donc de chat, de conversation, etc. Donc c'est tous les messages de haine, de harcèlement, d'insultes, etc. Ils veulent évidemment réduire ça un maximum, ils veulent que leur communauté se sente bien dans leur jeu en ligne et ne subissent aucune violence verbale, mais ils ont dit que c'était pas possible de le faire seul. Donc tous les acteurs majeurs du jeu vidéo ont des systèmes de signalisation, de ban, etc. Mais leur idée, c'est que vraiment, ça peut pas être chacun de son côté. Donc ils se sont réunis pour créer une base de données commune dans l'industrie du jeu vidéo, auquel tout le monde pourra avoir accès, pour que les joueurs bannis dans un jeu puissent l'être aussi sur les autres plateformes. Comme ça, quand on a des comportements comme cela, haineux, insultants, toxiques, etc., on peut risquer un ban quasiment sur toutes les plateformes de jeux vidéo qui existent. Après, je pense qu'ils pourront contourner en créant des comptes, etc. Mais en tout cas, ça semble assez un projet très ambitieux, un projet qui va à mon sens dans le bon sens, et c'est ce qu'il faut absolument faire. Donc pour l'instant, il y a Ubisoft et Riot qui sont sur le sujet, mais je trouve que c'est une très belle initiative qui va prendre du temps à être mise en place. Mais si ça aboutit, je pense qu'on s'assurera une certaine pérennité quand même sur les jeux en ligne. Et je sais pas ce que t'en dis, mais je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Ouais, je suis d'accord, c'est une très bonne chose. Tu vois, je l'ignorais et au final, je trouve que si tout le monde joue le jeu, ça peut vraiment mener à quelque chose de plus sain. Moi, je me souviens de certaines parties de Gears of War, par exemple, avec des gens très très néfastes en fait, qui insultaient à tour de bras et au final, c'est enlever le plaisir de jeu, quoi. Par exemple, j'ai entendu parler aussi de certains comportements sur le Call of Duty Warzone 2 qui vient de sortir par des collègues et des amis qui y jouent. Pareil, comportement très toxique et à la limite, s'ils peuvent se faire virer de toutes les licences parce qu'ils abusent, ça serait pas plus mal. Ça va peut-être justement les calmer et les rendre un petit peu plus ouverts à la communication positive, quoi. À la base, c'est du jeu, c'est pour se détendre. On peut jouer la compète, d'accord, mais il faut que ça reste sain, respectueux et bon enfant quand même, quoi. Ouais, pour moi, t'as dit le plus important, c'est que ça responsabilise les joueurs. Donc, s'il se dit, de toute façon, au pire, je suis ban de Call of, j'en ai rien à faire, je joue quasiment tout le temps à LoL. Là, le gars, il va réfléchir peut-être à 2 fois avant de pourrir un jeu dont il s'en fiche, parce qu'il a son compte, qu'il aime bien à côté, qui est aussi à risque. Donc, après, on va voir dans quelle mesure ça peut être mis en place. Je trouve ça hyper ambitieux, mais en tout cas, c'est le genre d'initiative qui feront du jeu vidéo, je pense, un endroit un peu moins toxique, que ça devienne pas comme les réseaux sociaux où la modération peut laisser à désirer. Poubelle, quoi. Bon, la prochaine news, Kira, c'est la news que j'attendais le plus. Là, tu vas nous faire plaisir avec tout coup de cœur Game Pass, je crois. Alors oui, un jeu qui sort de nulle part, en fait. Alors, la news exactement, donc c'est Pentiment, n'aurait jamais pu voir le jour sans le Game Pass, selon son créateur. Pentiment, c'est un jeu que j'ai découvert, en fait, qui est sorti le 15 novembre 2022, dont je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'aime beaucoup le studio derrière ce titre. Donc c'est un jeu d'aventure et d'enquête narrative qui se déroule au XVIe siècle dans le milieu ecclésiastique, en fait. Donc c'est vraiment tout ce qui est église catholique, abbaye, les choses comme ça. C'est développé par Obsidian, donc les créateurs de Fallout New Vegas, entre autres. Ce jeu vraiment c'est vraiment un jeu particulier qui va pas plaire à tout le monde, c'est un jeu de niche, j'insiste bien là-dessus. Et donc malgré les critiques que l'on peut entendre à propos du modèle économique démocratisé par le Game Pass, il faut quand même admettre que le service de jeu à la demande de Microsoft a du bon pour les joueurs et pour les créateurs. Pourquoi ? Parce que ces derniers en fait disposent d'une plus grande liberté de création en sachant que le titre sera mis à disposition du plus grand nombre en fait. En fonction du nombre d'abonnés, bien sûr. Donc le créateur, Josh Sawyer, donc, qui est directeur de jeu chez Obsidian, il s'est exprimé dans le podcast Waypoint Radio pour notamment parler donc de son dernier jeu, son projet le plus personnel à ce jour, car ça fait plus d'une dizaine d'années en fait qu'il y pense, et le jeu a pris plusieurs directions différentes en fait. C'est-à-dire, il voulait garder le contexte qu'il y a dans le jeu. Au départ, ça devait être un jeu plus à monde ouvert, à la Fallout. Après, c'est passé à un jeu plus typé aventure. Enfin, il s'est vraiment adapté au fur et à mesure de son évolution personnelle, pour le coup. Et comme il dit, c'était un pari risqué, parce que si le jeu était vendu de manière traditionnelle, en fait, il se serait peut-être pas très bien vendu, et en fait, il n'a même pas eu l'occasion de le faire, car les éditeurs auraient tout simplement mis un stop sur cette proposition, qui est quand même très couillue, faut dire ce qui est. Et donc il en est venu à la conclusion que le Game Pass, c'est grâce à ce genre de proposition, même pour Netflix, c'est le même principe pour les films, qui permet à ce projet d'exister. Je vais vous lire ce qu'il a écrit.
Je n'aurais jamais proposé de faire Pentiment sans le Game Pass. Ce genre de jeu peut littéralement pas se faire, en fait, via le réseau traditionnel. La vitrine de sécurité offerte par le Xbox Game Pass permet à des jeux plus singuliers de prendre vie. Il explique clairement que c'est un jeu de niche qui aurait du mal à séduire le public dans le modèle économique traditionnel. Et qu'on le veuille ou non, pour le coup, il a pas tort. Cette semaine, je suis déjà à 10 heures de jeu dessus. C'est très très atypique. Je pense que je vais en parler lors du prochain podcast. J'attends vraiment de le terminer. Je pourrais vous expliquer plus en détail. Pour moi, c'est une grande claque vidéoludique. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. T'as posté des screens, je crois, en plus sur notre page. J'ai posté des screens sur la page Facebook. Vous pouvez voir un petit peu au niveau du délire. Ça ressemble beaucoup à la tapisserie de Bayeux, en fait, version dessin animé, en fait, version jeu vidéo. Excellent. Ça a un style graphique très particulier, c'est très très verbeux, donc c'est un jeu d'aventure narratif, donc il y a énormément de dialogues, et les dialogues, en fait, apparaissent comme s'ils étaient écrits à l'encre de Chine, en fait, avec les bruits du stylo, en fait, qui permettent de s'immerger de ça, donc il n'y a pas de doublage. Et ça parle de thématiques qu'on entend, que j'ai jamais entendues dans le jeu vidéo, comme la foi, la religion, les coutumes et les mœurs de l'époque. Aussi, tout simplement, il y a une scène en fait qui parle, par exemple, d'homosexualité dans le milieu de l'Église. C'est des choses qui sont des sujets très tabous au final, et qui n'hésitent pas à secouer un petit peu toutes les conventions. C'est vraiment un gros coup de cœur, et je suis content parce que oui, je suis le premier à râler des jeux un petit peu popcorn qui arrivent comme ça sur les plateformes, mais au final, là c'est un peu l'exception qui confirme la règle, quoi. Donc pour ce genre de jeu, moi je dis un grand oui, quoi. Ouais. Et tu as raison de saluer le modèle économique du Game Pass qui permet, c'est vrai, dans ces cas-là, de donner de la visibilité, en tout cas, à des productions qui n'ont pas les coûts marketing ou les coûts, enfin les reins assez solides pour porter des campagnes de communication et de pub solides, que là ils peuvent bénéficier en effet de la renommée du Game Pass, et c'est vraiment chouette, ça fait plaisir pour eux. C'est clair, là-dessus c'est cool. Bon, direction le monde de Vélistea avec le tant attendu FF16. Donc on vous en parlait la dernière fois avec une cinématique de 5 minutes qui nous avait tous les deux époustouflés, où on voyait les 6 nations du jeu qui possèdent le cristal mer et leurs émissaires. Donc là, on fait parler encore du jeu différemment. Donc l'exclusivité PS5 était annoncée depuis le début, on en sait un petit peu plus. Donc c'est une exclusivité temporaire de 6 mois minimum. D'accord. Au bout de ces 6 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Une version PC, c'est quasiment assuré. Donc ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ça devrait être la première exclusivité à tomber, c'est au profit du PC. Donc ça, tant mieux pour les joueurs PC. Quant aux autres supports, pour l'instant, on n'a pas encore de garantie. Certains économistes avaient annoncé une sortie sur PC 6 mois justement après la sortie PS5 et une exclusivité console qui tombe au bout de 1 an. Il n'y a pas encore de garantie, mais pour les épisodes canoniques comme ceux-là, je pense que, enfin moi de ma fenêtre, et c'est ce que j'espère, c'est que il sortira sur toutes les plateformes, peut-être même Switch avec le cloud, comme on l'avait vu sur Resident Evil 8 ou les remakes. Là où on restait sur une exclusivité PS5, ça tend à s'ouvrir. Le PC, il n'y avait jamais eu vraiment de doute, mais peut-être d'autres plateformes. On vous le dira quand ce sera annoncé. Mais en tout cas, ce serait une bonne nouvelle pour nos joueurs Xbox et Switch, évidemment. Surtout vu le prix de développement, vu le coût de développement que doit engendrer Final Fantasy, c'est quand même leur marque la plus prestigieuse. C'est, comme tu le dis, un épisode canonique qui est en développement depuis déjà un certain temps. C'est vrai que se couper du parc Xbox, à mon sens, ça serait un petit peu dommage, car forcément la vitrine serait beaucoup plus réduite. Je pense aussi que ça va venir peut-être plus tard dans une version GOTY au bout d'1 an. Mais oui, c'est une très bonne nouvelle. Affaire à suivre, donc on verra. Mais on le souhaite en tout cas que tout le monde puisse bénéficier des mêmes titres. Sony, le constructeur, étudie les NFT. Alors Sid, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les NFT ? Les NFT, c'est tout pourri. Hein. Non, les NFT, en tout cas, c'est pas quelque chose de très populaire, c'est vrai, dans le monde du jeu vidéo. Certains diront que c'est génial et ils ont fait fortune grâce à ça. Mais c'est en gros, donc c'est des jetons non fongiques, comme on dit, mais concrètement, c'est comment je peux dire, un objet virtuel qui est unique en son genre, qui fait partie de la blockchain. Donc c'est un peu comme de la crypto-monnaie en vrai, hein. Mais c'est
Pour illustrer, c'est un skin d'une arme qui serait unique et qui pourrait être échangé via la blockchain et vendu du coup à d'autres joueurs. Est-ce que j'ai bien résumé C'est ça. Je rajouterais que c'est un peu un désastre écologique ambulant aussi. Oui, pour bien montrer à quel point on n'aime pas trop ça. Non, mais les joueurs sont pas de toute façon assez réticents. Ils sont pas réceptifs pour l'instant, tout à fait. Alors en fait, cette semaine, il y a un nouveau brevet Sony donc, qui a fait surface. De plus près ce dernier, on apprend que le constructeur étudie avec attention donc l'avenir des NFT. Le géant japonais ambitionne notamment d'implanter les NFT dans ses futurs jeux vidéo. Et donc ça, bien sûr, c'est une nouvelle qui a fait jaser quand c'est tombé la semaine dernière. J'ai un petit peu gratté pour savoir, et donc il y a un document qui est tombé, donc qui fait partie du brevet, qui s'appelle « Suivre les biens numériques en utilisant les tokens sur un grand livre distribué ». Donc ça date de mai 2021, donc c'est tout récent. Et ça indique en détail comment le constructeur compte s'y prendre pour valoriser les objets numériques ou les objets donc rares, comme de l'équipement de personnages, et des de ces productions vidéoludiques, donc ce que tu disais tout de suite. J'ai chopé un extrait du brevet de Sony, donc qui dit « Lorsque le bien numérique est créé, un grand livre distribué retraçant l'historique du bien numérique stocké sur tous les dispositifs. Un nouveau bloc peut être généré dans le grand livre, distribué et annexé à celui-ci, identifiant ainsi tous les porteurs du dit objet. » En fait, ce grand livre, c'est un livre d'historique d'achat, en fait. Par exemple, je sais pas, moi, si, admettons, tu as récupéré une armure légendaire sur Final Fantasy, il va y avoir, sur ce fameux grand livre, la preuve que tu as été possesseur de cette armure. Et le jour où tu la revends... un peu. Voilà, Okay. c'est ça, c'est un historique. Et le jour où tu la revends, tu peux jouer sur ta notoriété pour la revendre à une autre personne. Donc, admettons si, je sais pas moi, Georges Clooney récupère cette fameuse armure numérique, et ben ça peut créer un boost de valeur car elle a appartenu à Georges Clooney. Il s'en est servi dans ses jeux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est grâce à ce livre qu'on retrace donc toutes les transactions joueur à joueur. Donc, bien sûr que ce soit des joueurs, on va dire lambda comme nous, et des célébrités. Et à partir de là, en fait, ils veulent faire, ils espèrent gagner de la valeur et donc se faire forcément une marge par rapport à ça. Moi, perso, ça s'est entendu depuis le début, je suis relativement contre. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Pour moi, c'est se faire du fric sur du vent. Après, c'est, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs, mais en tout cas, si Sony commence à y travailler, ils espèrent implanter ça dans leurs jeux vidéo prochainement. À voir ce que ça va donner sur le long terme. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les Japonais avec cette passion pour les NFT. On sait que Konami en fait des NFT tout nazes, on dirait des gifs d'adapter leur jeu. Square Enix qui aurait revendu toute leur branche occidentale pour investir dans le NFT. Donc franchement, moi, tu vois, ça me laisse... c'est vraiment quelque chose dont j'ai un désintérêt total. Après, il y en a certains que ça va intéresser. Je pense que si vraiment ils sortent ça dans leur jeu un jour, il va y avoir un boycott assez massif, à mon avis, de leur jeu. Donc à voir si vraiment ils vont là-dessus. Le seul... j'avais lu quelque chose qui était intéressant. Le seul NFT, moi, que je trouvais viable, c'était un NFT lié au jeu dématérialisé. Faire du jeu dématérialisé, un jeu unique et propre qui permettrait de le prêter ou de le vendre. Il y avait eu ce projet-là qui avait été mis sur le devant de la table et qui était un argument, je trouve, très intéressant pour les NFT, à savoir permettre un marché d'occasion sur le dématérialisé ou un marché de prêt. Ça, je sais pas ce que tu trouves, je trouve ça super intéressant, oui, mieux que des skins en tout cas. Pour ce que tu dis là, c'est vrai que Microsoft en avait parlé à l'époque de la 360 de faire un marketplace d'occasion pour pouvoir vendre son jeu, justement. Ça peut être un jeu qui n'est plus édité ou même un jeu qui est encore édité, mais pouvoir le revendre. Ils en ont reparlé à l'époque de la sortie de la Xbox One, à l'époque où ils voulaient que les jeux, ça soit des clés uniques. Je sais pas si tu te souviens, c'était des clés uniques, il fallait forcément une connexion obligatoire. C'était à l'époque de la sortie désastreuse de la Xbox One, et depuis, la rumeur revient de temps en temps. C'est vrai que ça peut être une bonne idée, parce que des fois on se retrouve avec 300 jeux, 400 jeux dans sa bibliothèque, des jeux auxquels on ne joue plus forcément, et qui peuvent intéresser d'autres personnes, et pourquoi pas récupérer un petit peu d'argent là-dessus. Donc là, en l'état, ça reste c'est pas du vent, t'achètes vraiment un jeu, quoi. Ça peut être intéressant. Pour le reste, par contre, moi, clairement, acheter un Slibar en NFT pour mettre sur mon Solid Snake dans Metal Gear Solid,
C'est pas ma cam, hein. Je suis peut-être trop vieux, mais c'est pas ma cam. Ouais, c'est clair, mais de toute façon, ils s'y sont tous intéressés. Hein. Microsoft avait annoncé en 2021 qu'ils allaient se lancer dans la blockchain et les NFT. Un peu après, Xbox a dit que finalement, les NFT et le gaming, c'était pas super compatible. Donc, de toute façon, c'est qu'un brevet. Hein. On n'est pas qu'un encore, brevet, tout à fait. Et puis Sony est toujours très très présent. Il dépose régulièrement des brevets sur beaucoup de technologies différentes. Bon, certaines dont on n'a jamais entendu parler. Mais quand ils ont commencé à travailler sur le PlayStation VR, c'était un des premiers brevets à être tombé. C'était à l'époque, c'était en même temps que le Oculus Rift. Donc, ils ont toujours été avant-gardistes là-dessus. Après, voilà, on voit que leur service de recherche et développement se concentre aussi là-dessus. J'espère juste que ça les mènera dans une impasse. Bah écoute, ouais, vous l'avez compris, notre niveau de hype est à 0 pour cette news sur les NFT. Moins 100. Moins 100, ouais, c'est clair. Bon, un sujet un peu plus sympa quand même. Parce que là, tu vas nous faire 2 sujets, un peu tristes même pour le prochain, mais... Nous, là, on est dans la fête, on est dans l'événement avec les Game Awards. Donc, les Game Awards, qu'est-ce que c'est ? C'est l'événement annuel. Hein. Je pense que c'est le plus grand événement hors salon, convention, mais le plus gros événement qui récompense les jeux, du coup. Donc, il y a les Game Awards qui arrivent. C'est le 8 décembre. On connaît la liste des nominés pour le jeu de l'année, sachant qu'il est important à savoir, dans les Game Awards, il y a 31 distinctions. Donc il y a le jeu de l'année, je vais pas vous faire les 31, rassurez-vous. Il y a le jeu de l'année, il y a la meilleure direction artistique, il y a la meilleure narration, il y a la meilleure performance, la meilleure musique, les meilleurs jeux indépendants, les meilleurs jeux mobiles par exemple, et aussi des prix liés au e-sport. Enfin bref, je vous avais dit que je ne vous les ferai pas, donc je m'arrête là. Et donc ce qui intéresse forcément le plus, c'est le jeu de l'année, donc le fameux prix suprême des Game Awards. Et donc les 6 nominés sont... Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns, Kira ? Est-ce que tu les connais par cœur ou pas ? Alors je les connais pas par cœur, mais de mémoire, donc il y a Elden Ring bien sûr, God of War Ragnarok... Il y a le jeu du petit chat que tu as beaucoup aimé, Stray. Ah, Stray, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, là, qui est sorti en début d'année, et une exclue Nintendo pour finir avec Xenoblade Chronicle 3. Donc voici la liste de nos 6 nominés, donc 6 grands jeux. C'est marrant, en fait, il y a vraiment 2 périodes. Il y a le début d'année qui est couvert par Horizon et Elden Ring, donc qui sont quand même 2 mastodontes, et la fin d'année qui sont plutôt couverts par God of War et Plague Tale Requiem, et Xenoblade Chronicle qui était un tout petit peu avant, et Stray tout seul, tranquille, l'été, en milieu d'année, enfin en début d'été. On va pas dire, Kira, quel est notre jeu de l'année, parce que on aimerait, donc dites-nous dans les commentaires, ce sera en fonction des retours que vous avez, donc on s'engage à rien, mais avec Kira en tout cas on songe peut-être faire notre premier hors-série. Donc vous continuerez à avoir nos émissions toutes les 2 semaines, mais on ferait un hors-série pour couvrir cet événement des Game Awards, et aussi parce que dans les Game Awards, il n'y a pas seulement les nominations, mais il y a aussi des annonces. Et là, ils ont annoncé qu'il y aurait des World Premières, donc des annonces qu'il y a eu nulle part avant. Donc en ça peut être un événement assez cool à couvrir. Enfin, en tout cas, avec Kira, on a très envie. Donc voilà, manifestez-vous dans les commentaires si c'est une idée qui vous tente. Et si c'est le cas, voilà, avec Kira, on va charbonner pour vous. Exactement. Pour un premier hors-série, je pense que ça peut être sympa, parce que c'est très, pour le coup, fédérateur. C'est vrai que les Game Awards, c'est un événement pour moi essentiel dans le domaine du gaming. C'est les récompenses de jeux qu'on a aussi soit adorés, soit qu'on ne connaît pas. Je sais que moi, c'est grâce aux Game Awards que j'ai pu découvrir certaines petites pépites, justement. Là où je suis content dans les nominés, bon, c'est outre les gros mastodontes et les blockbusters qu'on retrouve, on retrouve quand même des jeux à plus faible budget, des jeux plus typés indé, comme Stray par exemple, ce qui prouve que c'est pas forcément le budget qui fait un grand jeu, en fait. C'est pas forcément, comme je dis souvent, c'est pas forcément le graphisme qui fait un bon jeu également. Et donc ça c'est plutôt cool, ça permet aussi d'élargir un petit peu la proposition. Donc si vous êtes intéressé, on faire une émission spéciale, hors série, spéciale. Et aussi, sur le site des Game Awards, vous pouvez vous-même voter, parce qu'il y a des jurés. Donc il y a beaucoup de jurys, c'est souvent les plus gros sites en France. Enfin, il y a des jurés en France, c'est jeuxvideo.com, etc. Mais aussi, il y a les notes des joueurs qui vont compter. Il y aura un jeu qui sera élu par les joueurs. Et pour ça, il faut aller sur le site, directement voter, faire les 31 catégories et voter pour les jeux que vous estimez être les meilleurs. Donc c'est un événement assez sympa qu'on aimerait animer pour vous et avec vous.
Pour ma dernière news, donc news un peu triste, enfin pour ma part en tout cas, Gamecult, une page se tourne. Alors, donc les journalistes de la rédaction de Gamecult ont annoncé leur départ du média français spécialisé dans le jeu vidéo. Pourquoi ? En fait, parce que la rédaction, du moins le journal, on peut dire, a été racheté par Reworld en dénonçant un contexte hostile à l'indépendance de la presse. Donc, ce qui est pour moi quelque chose d'assez grave. C'est un tweet qui est tombé où ils ont fait un communiqué, donc j'ai pris quelques extraits, je vais vous le lire. C'est le cœur lourd que nous vous annonçons qu'à compter du 7 décembre, la rédaction quittera progressivement Gamecult. Après avoir considéré toutes les options, c'est pour nous la seule issue possible, ajoute donc le porte-parole de la rédaction, parlant d'une décision quasi unanime et déplorant le contexte économique et médiatique toujours plus hostile pour l'indépendance de la presse du jeu vidéo. Ils ont souligné, nous le disons encore une fois, ce n'est pas l'échec de l'abonnement, on a 12 000 abonnés, la situation et notre décision dépendent d'autres facteurs, donc ils ont martelé plusieurs fois en répondant à des tweets justement sur ce propos. Donc c'est un rachat qui pose problème. En gros, depuis l'annonce en juin par TF1 de la cession de son pôle numérique, dont faisait partie Gamecult, donc à Reworld Media. Reworld Media, c'est Autoplus, Gradia, Science et Vie. Le sort de Gamecult était donc au centre des interrogations. Lancé en 2000, le site spécialisé est très apprécié de sa communauté, de lecteurs et d'abonnés bien sûr, qui l'identifient comme l'un des rares à enquêter sur l'industrie du jeu vidéo. Vraiment, pour le coup, Gamecult, c'est aussi pour ça que j'aimais beaucoup ce site internet, c'est qu'ils se concentraient pas uniquement sur ce qui est porteur, en fait. Ils allaient vraiment au fond derrière. Ça faisait partie des premiers sites français à dénoncer le crunch dans le milieu du jeu vidéo, par exemple. Comment dire, ils mettaient en avant aussi les petites mains qui travaillent derrière les gros blockbusters. Et ça, c'était quelque chose, pour le coup, à l'époque, assez novateur. Maintenant, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de youtubeurs qui font ça. Mais moi, je sais que j'ai fait beaucoup de ma culture du jeu vidéo grâce à Gamecult l'émission. À l'époque où il y avait Pois Chiche, Dr Chocapic, enfin c'était pour moi c'était vraiment c'était l'âge d'or de Gamecult. Après, les méthodes de Reworld qui visent à rentabiliser au plus vite des sites acquis au rabais ont été critiquées dans le milieu des médias, notamment la multiplication des publicités, des contenus et la mauvaise gestion du personnel qui poussait justement ces personnes à démissionner ou au burn-out en fait. Donc on les comprend pourquoi ils n'ont pas eu envie de rester. Ils sont partis à la conquête du jeu vidéo fin 2021, donc en faisant l'acquisition de Melty, la crème du gaming, Super Solus et Gamelove, donc ça commence à être un gros groupe en fait. Et l'extension de Reworld en fait a accéléré début 2021 en achetant Eclipsia et la marque une marque historique de e-sport en fait. Ah, je savais pas. Ok, enfin je connais la marque, mais je savais pas que ça faisait partie du truc. Okay. Voilà, ça fait partie de leur groupe en fait, et surtout ils ont racheté jeuxvideolive.com en site plus généraliste au final, et leur ambition c'est de prendre la première place et de devancer Webedia et de devancer jeuxvideo.com en fait. Okay. Donc c'est un nouvel Hydra qui se profile, ça devient un peu tentaculaire on va dire. Après je trouve toujours dommage que la presse soit sanctionnée à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on leur impose des sujets sur lesquels ils doivent communiquer. La multiplication de pubs, je sais pas toi, mais moi ça me rend dingue quand je vais sur des sites internet. Je pense à Jeux Actu par exemple, où je me retrouve toujours avec un vieux bandeau dans le milieu de mon écran de téléphone quand je veux regarder une news. C'est quelque chose qui m'agace au plus haut point. Insupportable. Voilà. Après, moi, ce que j'espère, c'est que la rédaction de Gamecult, en fait, pourquoi pas ouvrir quelque chose, une chaîne YouTube, leur propre site internet. En tout cas, moi, je vais suivre ça avec attention. Donc, voilà, c'est une news très lourde, mais il fallait, je voulais leur rendre hommage quand même. Ouais, après, en plus, t'as raison de leur rendre hommage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Gamecult, parce que c'était un site qui était assez crispant pour certains. C'est ça. Parce qu'ils ont toujours, ils ont fait un peu leur marque de fabrique sur des notations un petit peu dures, mais c'est une ligne éditoriale qui doit se respecter. De toute façon, on n'aime pas, on lit pas. Mais en effet, tu l'as dit, c'est quand même un des derniers gros indépendants qui tombe. Et moi, j'ai peur de revivre le modèle de jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, j'étais ultra fan de la période où ils étaient encore à Aurillac, mais quand ils sont arrivés chez Webedia, et moi j'en peux plus de leur site internet où il y a des pubs tout le temps, où les vignettes tu peux pas les désincruster, t'es obligé de te taper ta pub, où tu fais même plus la différence entre les news et les news sponsors qui sont toujours en tête d'affiche en première page. Donc franchement, déjà c'est ennuyeux pour le personnel. Les gars, ils ont démissionné, donc c'est qu'ils vivent très très mal la situation et ils perdent leur job. Donc quand même, il y a cet aspect humain. Mais pour
la presse, en tout cas, c'est... Ouais, je Un pense gros que coup c'est c'est un coup dur. C'est un coup dur parce que c'est un site qui mettait aussi le cap. Il faut des sites comme ça qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui sont un peu à contre-propos, qui disent des choses différemment, qui notent différemment, pour pas qu'on ait des sites qui soient tous homogènes. Je me souviens d'un débat qu'on avait eu dans la voiture en allant à la Japan Expo, ça a duré un peu longtemps d'ailleurs, on avait rendu ton frère dingue sur la route. Pourquoi Gamecult était le meilleur site de mon côté, et toi pourquoi jeuxvideo.com était le meilleur site, donc période Aurillac, bien entendu. Vrai. Où ça avait duré un peu 3 heures. Ouais, ça va être dans notre cosplay de Luffy et de Zoro. Ouais, on avait beaucoup rigolé. Ouais, c'est vrai. Mais c'était l'ancienne époque, quand même, des jeux, des sites, des grands sites de jeux. Et pour moi, jeuxvideo.com a changé et Gamecult, malheureusement. C'était avant l'essor de YouTube aussi, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. On a fait nos boomers, là, c'était mieux avant. C'est clair, c'était l'instant triste, c'était l'instant boomer. Comme quand on voit un chien tout seul sur le bord de la route, c'était pareil. Quoi. Exactement. Bon, on va passer sur des choses un petit peu plus douces. Maintenant, vas-y, Enfin, douce, je sais pas, hein, parce que Plectel, c'est pas très doux. Hein. Je pense que t'étais un peu content, donc on va dire que c'est doux pour toi. Ouais, voilà, exactement. C'était doux pour moi, moins pour Amicia et Hugo. Oui. Alors, du coup, Plectel Requiem. Bon, pas mal de choses à dire, parce que c'est un jeu qui cristallise beaucoup l'attention et qui fait le buzz en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est ce jeu ? Donc c'est développé par Asobo Studio. Est-ce que je fais le cocorico ou je le mets en post-montage ? Les Cocorico, c'est un jeu français. Les gars sont à Bordeaux, 280. Ah, quand même. Avant Plectel Requiem, ils étaient moitié moins. Pour ce jeu, il y a eu un recrutement massif et une explosion de la grosseur de ce studio. Et c'est un studio qui date de 2002. Donc c'est un vieux studio, je pensais pas que c'était un aussi vieux studio. Et ils ont commencé par des adaptations de jeux Disney, ils ont fait Toy Story, des trucs comme ça. Et on les connaît surtout maintenant pour Flight Simulator, qui est on a un de nos auditeurs qui est fan de ce jeu-là d'ailleurs, qui nous l'a dit, et qui a fait Asobo les deux A Plague Tale, donc Innocence et Requiem. Donc en plus c'est un studio qui a une relation de confiance assez forte avec Microsoft. Microsoft a beaucoup participé à l'essor de ce studio. Et d'ailleurs, petit aparté, Kira, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un studio que j'aimerais bien voir racheté par Microsoft, parce que pas pour qu'ils perdent leur indépendance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on sait que Sony aime bien racheter des studios avec qui ils ont monté une relation de confiance, avec qui ils ont créé des choses, et ça je trouve que c'est une bonne façon de racheter une bonne philosophie, et je trouve que Asobo Studio ferait un bon candidat pour Microsoft, pour Xbox, qui permettrait encore au studio de grossir, parce qu'ils ont des belles surtout avec le Game Pass qu'on disait tout à l'heure, ça pourrait peut-être leur permettre de faire des propositions atypiques. C'était le cas du premier Plectel du coup, et c'est vrai que partir dans vraiment dans des choses novatrices et différentes, et puis mettre en avant le savoir-faire français, c'est vrai que je suis en phase avec toi là-dessus. Donc c'était pour notre petit aparté, mais en tout cas un beau studio qui a une belle longévité et qui connaît du succès, donc ça fait plaisir pour la France. Et on a couvert beaucoup de jeux français, et aussi on se rend compte que en France il y a quand même des gros talents. On a parlé de Stray, on a aussi des talents dans l'animation avec la série Arcane. Enfin franchement ça fait plaisir de voir des créateurs français sur le devant de la scène. Et donc le jeu, c'est la suite de A Plague Tale Innocence. Donc je vais vous dire l'histoire sans spoiler. C'est vraiment une news, un test garanti anti-spoil. Donc Plague Tale Innocence pour moi, c'était une petite pépite. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Un jeu très rafraîchissant où on joue Amicia et Hugo, donc une grande sœur et son petit frère, avec un petit frère atteint d'une malédiction, si je puis dire, entre guillemets, pour pas dévoiler l'intrigue. On est dans un univers donc déjà moyenâgeux, un peu ésotérique, et de peste noire. Donc c'est à l'époque de la peste noire qu'ils ont réussi à matérialiser cette peste noire avec des rats. Donc je lisais le directeur artistique qui parlait un petit peu du jeu. Avant de mettre des rats, ils avaient imaginé de la fumée ou quelque chose pour représenter un petit peu la maladie qui est invisible, et ils ont fini par faire des rats, ce que je trouve être leur idée la plus géniale, en tout cas en termes de game design. Et donc on suit ce binôme très touchant. Il y a une belle relation entre Amicia et Hugo qui, tous les deux jeux d'ailleurs, sont vraiment une fuite en avant, où ils essaient de reprendre la main sur leur destin tout en fuyant une sorte d'oppression. Il y a l'ordre qui veut se servir de Hugo pour des expériences et pour contrôler un petit peu sa malédiction, et il y a aussi le pouvoir en place qui pourchasse nos deux protagonistes qui sont en plus d'une lignée de nobles. Donc une histoire assez dense, assez riche,
Qu'est-ce que j'ai aimé de cette suite, du coup? Alors, le premier point est un point un peu subjectif. Moi, j'ai adoré la narration. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des moments très forts, très bien écrits, très intenses et très émouvants. Donc, ils ont réussi à m'avoir, en tout cas, sur l'aspect émotionnel du titre, ce qui est un aspect, tu le sais, Kira, fondamental de leur licence. Hein. C'est vraiment... Ils jouent beaucoup sur cette relation entre les deux, le frère et sa sœur. Visuellement... Ben oui, c'est magnifique. Franchement, on est passé d'un double A, donc une moyenne production, à une grosse production. Donc visuellement, c'est complètement... Enfin, les environnements sont à couper le souffle. Et dans la dernière partie du jeu, il y a quelque chose qui te plairait, Kira, en termes d'environnement, c'est qu'on arrive dans des endroits très très majestueux. Tu vois, très, comment je peux dire, un peu des méga structures à l'ancienne, tu vois, un peu à la Tomb Raider, tu vois, vraiment on arrive sur un côté un peu exploration, Uncharted, Tomb Raider, un peu à la Indiana Jones, tu vois. D'accord, ouais, carrément. Et autre point fort, donc moi le personnage d'Amicia, je suis complètement fan et je pense que ça peut devenir vraiment, enfin c'est un personnage, une héroïne assez charismatique. Dans le gameplay, il y a des nouveautés qui sont les bienvenues. Ils ont réussi à renouveler un petit peu le gameplay, mais on verra, c'est pas pour moi le point fort du jeu. Un aspect aventure plus développé. Comme je te le disais et comme je vous le disais, c'est à un moment, le jeu prend un tournant et on est plus dans de l'exploration. Et vraiment, le dernier point positif, qui est pour moi un des plus gros points positifs, c'est la musique qui est complètement incroyable. Donc, hommage, hein, c'est Olivier de Rivière qui a la musique, qui a fait la musique sur les deux jeux. Et ce qu'on lui avait demandé, c'était de caler la musique sur les émotions que ressentaient Amicia et Hugo. Et la musique est composée de chœurs, de chorales estoniens, d'instruments médiévaux, de cornemuse. Et franchement, la musique est à tomber. Je vais récupérer l'OST d'une façon ou d'une autre, enfin l'achetant légalement évidemment, mais mais en tout cas la musique elle est incroyable. Est-ce que je lance les sujets qui fâchent? Qu'est-ce qui m'a pas plu? J'y vais ou pas? Oui, vas-y. C'est important d'enlever le sparadrap rapidement. Alors on parle d'un jeu en plus qui est nominé aux Game Awards, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est nominé pour les jeux de l'année. Et il a des défauts ce jeu, je trouve quand même. Donc j'ai trouvé au début, dans la première partie, que en termes de mise en scène, il faisait un peu d'excès de gore et de sensationnel qui tombait un peu à plat, je trouve. Ou pour donner un exemple, on est dans une ville et à un moment on arrive dans un charnier, mais il y a des cadavres franchement sur une hauteur de 10 mètres. On est dans des bassins, enfin d'eau croupie, immonde. Enfin, il y a vraiment des moments ultra gore quand même, j'ai trouvé sensationnels qui étaient pas à mon sens vraiment justifiés par le scénario. C'est un peu le reproche que j'avais fait à Last of Us 2, justement, le côté un peu excessif dans le gore, alors que le premier était plus subtil, donc tu penses que c'est un peu pareil? Eh ben exactement. Le premier était plus subtil, c'est ça, était mieux dosé, je trouve, que là on faisait du sensationnel pour faire du sensationnel parfois, et c'est assez dommage. Donc ça marque, surtout au début du jeu, ça m'a marqué, un peu moins sur la suite, mais au début ça m'a un peu marqué. Le plus gros défaut du jeu, et là je suis un peu intraitable, c'est sur la partie gameplay, je trouve, qui nuit vraiment à la narration, pardon, et qui moi m'a fatigué. En fait, le jeu est découpé par chapitres, il y a 17 chapitres, et dans ces 17 chapitres quasiment, on a toujours la même boucle. Donc on a une phase d'exploration, où on arrive dans un endroit maintenant plus ou moins ouvert, d'ailleurs, ça c'est sympa. Donc les phases d'exploration, pour moi, c'est la meilleure. C'est la phase où on profite des décors, où il y a des dialogues assez sympas entre le frère et sa sœur, où on peut trouver des objets, trouver des souvenirs, des plumes, enfin, etc. Il y a des petits collectifs assez sympas, mais qui créent des dialogues avec les protagonistes. Mais en tout cas, une phase d'exploration plutôt bien réussie. Tu vois, en termes de rythme, c'est posé, d'accord. Ça fait du bien, la musique est belle, les décors sont sympas, c'est pas trop long, on profite bien. Ensuite, il y a une phase d'action, où là, on est contre des gardes. Donc je disais, il y a le pouvoir qui nous recherche, etc. Cette phase-là, pour moi, elle est ratée. Elle est ratée à bien des égards, c'est que déjà, l'intelligence artificielle, elle est naze, elle est punitive. La façon dont on joue, il y a une façon qui est très facile de jouer, c'est faire un génocide. Les gars, on leur roule dessus, et ça c'est facile. Moi j'ai souhaité jouer plutôt roleplay, donc c'est comme ils appellent ça dans le jeu, plutôt opportuniste. Donc Amicia tue que quand elle peut tuer. Et c'est roleplay, c'est un peu son personnage, et c'est même lié au scénario, hein. C'est la violence, certes, mais que quand elle est nécessaire. Donc tu vois, c'est la façon dont je joue, d'accord. Et c'est la façon la plus désagréable de jouer, c'est très punitif. Ou il y a le mode complètement furtif qui est pas très compliqué aussi. Cette phase avec les gardes, je la trouve complètement ratée. Pour moi, elle nuit à la narration, elle casse le rythme, et on passe à chaque fois sur une étape comme ça, alors que le scénario, tu vois, ne l'engage pas forcément. C'est ça qui est dommage. Ils ont mis ça histoire de mettre de l'action. Moi, j'ai moins aimé cette partie-là. Ensuite, on arrive sur une partie avec des rats, très bien. Donc, on a fait de l'exploration, on a les gardes, on a les rats. Les rats, c'est cool, ça va. Petite anecdote, dans le premier jeu Plectel,
il pouvait afficher 5000 rats à l'écran. Oui, je suis allé compter le nombre de rats pour vous quand même. Donc 5000 rats à l'écran. Et dans la version, à ton avis, Kira, combien ils affichent de rats sur ce nouveau jeu? Là, je te prends au dépourvu, on n'en a même pas parlé. Allez, je dirais 10 000. 300 000. Oh la vache. C'est ouf, hein. Ouais, les gars, ils sont passés de 5000 rats affichés à l'écran à 300 000. Enfin bref, c'était une petite anecdote rigolote. Mais ça, la partie rat, ça va. Et à la fin, on finit par une sorte de course-poursuite où il peut y avoir des QTE, etc. Ça va. Cette phase, elle est assez courte, mais simplement, on se dit, mais à quoi bon? Enfin, parfois, c'est pas justifié, encore une fois, par le scénario. Et il y a cette boucle. À chaque quasiment chapitre, on va faire de l'exploration, on va se taper des gardes, après les rats, et après la course, et on enchaîne. En fait, c'est pas comme ça que ça... Enfin, j'ai aucun conseil à leur donner, hein, je suis personne pour eux, mais à mon sens, c'est pas comme ça qu'on doit animer un jeu qui est basé sur la narration. J'ai trouvé ça pas très bien dosé. Et la difficulté, comme je l'ai dit, elle est frustrante, la partie garde. Moi, j'ai été frustré parce que je me faisais tuer alors que j'avais rien fait de mal. Il y a une certaine lourdeur dans les personnages qui fait que la phase d'action, moi, j'ai pris aucun plaisir sur les phases d'action, je me suis plutôt arraché les cheveux. Et enfin, le dernier point négatif, c'est le côté RPG qu'ils ont mis, mais automatique. En fait, je sais pas comment t'expliquer ça, Kira. Tu vas me dire si c'est clair, mais en gros, selon comment tu joues, ça va te faire monter soit la jauge de furtivité qui va te débloquer des compétences, soit la jauge d'agressivité ou soit la jauge d'opportunisme. Et tu vas débloquer des compétences en fonction de ça. Mais moi j'ai le sentiment, parce qu'il t'explique pas comment ça fonctionne cette jauge, et j'ai le sentiment de subir, si tu veux, de pas maîtriser cette jauge d'évolution. Moi en fait, je voyais les compétences qui m'intéressaient, c'était celles liées à l'opportunisme, parce qu'on développait, le craft était amélioré, etc. Donc j'avais envie d'avoir ces compétences-là, mais j'étais obligé de jouer de cette façon. Une façon qui est en plus la pire, et que c'est pas forcément comme ça que j'avais envie d'appréhender mon jeu. Donc tu vois, ce mode un peu automatique de monter en compétence de notre personnage, je l'ai subi plus que je l'ai apprécié, tu vois. Oui, c'est ça, on te laisse le choix en fait, mais le choix est plutôt superficiel car au final tu dois te diriger forcément au style de jeu. Bah voilà, en fait, tu t'es pas maître, je trouve, de ton style de jeu vraiment, et en ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Néanmoins, et donc je vais finir là-dessus, côté presse, bon bah ça a été le carton plein. Jeuxvideo.com ont mis 18 sur 20, Gameblog ont mis 9 sur 10, avec indispensable, avec coup de cœur, enfin je vous laisse imaginer, Jeux Actu 17, sur le Metascore est à 85 sur 100, les joueurs ont mis 8 sur 10, enfin bref, c'est le carton complet, sauf Gamecult, ils ont mis 5 sur 10, mais je les comprends, moi je serais pas sur 5, je serais pas sur 18, sur 20, moi je serais plutôt, tu vois, un bon 16, une bonne note, mais pas exceptionnelle, très bonne note, mais pas dans les 18, 19, 20 comme on a pu voir partout. Par contre, tous les sites ont acclamé la fin du jeu. Ils ont dit la fin du jeu est exceptionnelle, mais ça, évidemment, j'en parlerai pas sur la fin du jeu. On va pas spoiler. En conclusion, je dirais, je lisais dans l'excellent JV Le Mag, j'en fais de la pub et ils nous ont rien demandé, mais que Olivier Ponsonnet, le directeur artistique du jeu, disait qu'ils ont voulu créer quelque chose de cru, de beau et de sincère. Donc ça, le job a été accompli. Donc c'est un très bon jeu. C'est un bon jeu. Moi, j'ai été conquis quand même, malgré tout. Mais j'ai été conquis par l'aspect narration, par les personnages que j'ai vraiment trouvé attachants. Mais je vais le dire, je trouve que ce n'est pas un bon jeu d'action. La partie action, elle est ratée. Je pense que c'est un très bon jeu de narration. On en prend plein les yeux. Je prends du plaisir. L'histoire était cool. J'adore les personnages. Mais la phase action, j'ai vraiment pas adhéré. Oui, tu l'as subi, quoi. Ouais, exactement. Par contre, l'aspect aventure, je l'ai trouvé excellent. Donc tu vois, je contrebalance un peu plus les louanges qu'ils ont eues. Tout le monde dit que c'est un jeu exceptionnel qui va rester dans les annales du jeu vidéo. Moi, ça va rester un jeu coup de cœur. J'ai pris plus une claque sur le premier parce que le premier, on pouvait lui pardonner des aspects négatifs comme la lourdeur des personnages, etc. qu'on peut moins accepter sur le deuxième qui est next-gen et qui a plus gros budget. Qui a plus de budget aussi. Voilà, exact. Donc voilà mon ressenti sur ce jeu. A Plague Tale Requiem que je conseille malgré tout, évidemment. Bah, ma foi, c'était fort intéressant. C'est vrai que ça reste une grosse sortie de fin d'année et je pense que beaucoup de gens pourraient s'y retrouver sur ce titre. Sachant qu'il est dans le Game Pass pour les gens qui ont une Xbox ou sur PC également, il est dans le Game Pass PC également. Donc ça permet aux gens qui ont déjà un abonnement de le tester à moindre coût. Et ceux qui n'ont pas fait le premier, je conseille aussi un 7 heures de durée de vie. Le deuxième, on a plutôt quasiment 20 heures. Donc ils ont... Oui, ça se fait bien, quoi. Ouais, c'est bien. Donc on conseille. Et comme tu l'as dit, c'est dans le Game Pass. Donc franchement, faites-vous plaisir, c'est l'occasion. Bah c'est noté. De mon côté, moi, mon test de la semaine, c'est The Devil in Me. C'est une fin de saison, on va dire, moribonde pour l'anthologie d'horreur de Supermassive Games. Dark Pictures. Pour rappel, Supermassive Games, ils ont fait Until Dawn, The Quarry, que j'avais déjà testé dans un précédent podcast.
Donc maintenant, vous commencez à le savoir, les jeux d'horreur narratifs, c'est ma came. Juste pour resituer un petit peu, donc ce jeu, c'est le 4e épisode d'une anthologie, l'anthologie Dark Pictures. C'est toujours basé sur des faits réels. Donc ce qui est intéressant, c'est que la frontière entre le réalisme et ce qui a été inventé pour le jeu est toujours en filigrane, et ça, c'est plutôt cool. Bien que dans ce dernier jeu, je l'ai moins ressorti. Le premier qui était sorti, c'était Man of Medan, en fait, donc qui s'intéressait à la tragédie du SS Ouran Medan. Ensuite, il y a eu Little Hope, qui est sorti en 2020, là c'était Les Sorcières de Salem. Et le tout dernier qui est sorti en 2021, c'était House of Ashes, et là c'était La Malédiction d'Akkad. Ok. Donc il y a toujours ce filigrane. Le nouveau, lui, s'intéresse sur le tueur en série H.H. Holmes, qui est le premier tueur en série de l'histoire aux États-Unis, en fait. J'ai vu une vidéo d'ailleurs très intéressante sur YouTube là-dessus. Pour le coup, ça c'est relativement bien fait. Au niveau du synopsis, donc c'est une équipe de documentaristes qui reçoivent une mystérieuse invitation pour visiter une réplique du château des meurtres, dont de ce fameux tueur en série, H.H. Holmes. Une opportunité presque trop belle pour être vraie, car à l'heure où ils recherchent désespérément à regagner l'intérêt du public, l'hôtel semble être le cadre idéal à leur prochain épisode. Mais il leur réserve quelques surprises, donc l'équipe va bientôt découvrir qu'elle est surveillée, manipulée, et qu'il y a bien plus en jeu que le taux d'audience. Au niveau de l'histoire, c'est, on va dire, au niveau du synopsis de base, c'est plutôt cool. Le prologue, il y a toujours un petit prologue dans les jeux Supermassive Games, avec d'autres personnages que les personnages principaux. Vraiment cool, intéressant, et le jeu démarre, ma foi, d'une fort bonne manière. Il y a 5 personnages jouables, donc il y a Charlie, le réalisateur vieux bougon qui arrête la clope. On va avoir Kate, l'animatrice star, un petit peu starlet égocentrique, tu vois. Mm-hmm. Il y a Marc, le cadreur, le gentil gars qui vit une rupture douloureuse. Erin, la nouvelle recrue, ingénieure son, elle est réservée, asthmatique et discrète, elle a le super pouvoir de l'asthme, ce qui peut être bien chiant pendant certaines phases. Et Jamie, la technicienne lumière, fort caractère, un peu garçon manqué, love interest de Erin. Enfin, quand je vous explique un petit peu les personnages en question, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont tous des clichés, en fait, clairement. Et pour moi, c'est un peu le premier problème du jeu, c'est qu'au final, on s'intéresse pas aux personnages. Les personnages ne sont déjà pas charismatiques. Bon, il y a Charlie, le vieux réalisateur, qui est plutôt cool. Mais sinon, pour le reste, bon, c'est vraiment passer votre chemin, et ils peuvent mourir ou pas, on s'en fout un peu, comme dans beaucoup de slashers, tu me diras. Mais on va dire que le point fort, c'est pas les personnages jouables. Contrairement aux autres, je vois, moi, dans House of Ashes, par exemple, ou même dans Man of Medan, quand j'avais un personnage qui mourait, ça pouvait me faire chier. Je dis, ah merde, je l'aimais bien lui et tout, j'ai pas géré, il est mort, ça me fait chier. Du coup, je vais commencer par les points positifs. Donc déjà, l'histoire, comme je le disais tout à l'heure, qui s'inspire du vrai tueur en série, H.H. Holmes. Pour le coup, intéressant, c'est une histoire que j'avais entendu parler il y a très longtemps. Et le fait de redécouvrir les choses, ça apporte vraiment une seconde vision au jeu. Et ça, c'est quand même vraiment passionnant. L'antagoniste, du coup, qui est quand même très charismatique, quand on l'a au cul, bon... Voilà, on va dire que ça va pas renier les Jason Voorhees ou les Freddy Krueger. C'est un bon méchant. Là-dessus, c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé le gameplay qui se renouvelle. Maintenant, avant, c'était vraiment un jeu d'aventure narratif. On bougeait un peu son personnage. Il y avait des phases contextuelles, des objets à trouver, des choses comme ça, et ça s'arrêtait là. Maintenant, il y a des énigmes, il y a des petites phases d'aventure. Il va falloir grimper sur des corniches, marcher sur un tronc en équilibre pour éviter de tomber, par exemple. On va avoir un inventaire, donc chaque personnage va avoir un inventaire sur sa croix directionnelle. Donc ils ont chacun un accessoire dédié. Par exemple, je vais avoir Jamie, la technicienne, qui a un petit accessoire qui lui permet de réparer les armoires électriques. Je vais avoir Marc, le cadreur, lui, qui a une perche télescopique et un appareil photo qui permet de récupérer des accessoires en hauteur et qui va pouvoir prendre des photos des lieux en question. Donc ce qui est bien, c'est que chaque personnage du coup se retrouve moins interchangeable en fait. On peut jouer avec un autre personnage, car on alterne les persos, et avoir des phases de gameplay différentes. Donc moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait le jeu en coop avec un ami. On y a joué donc toute la nuit de vendredi à samedi.
On a fini le jeu à peu près en 5 heures. Ah ouais. Donc, je pense qu'on n'a pas dû faire les bons choix parce que on a 2 persos qui sont morts très rapidement. Ah mince. Mais ce qui est bien, c'est que contrairement aux anciens, c'est que les anciens, on faisait un mauvais choix, ils mouraient direct. Là, on peut faire un mauvais choix en début de jeu et ils meurent plus tard en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quand on se retrouvait séparés, c'est-à-dire lui jouait avec son personnage dans son coin, et moi je me retrouvais avec mon personnage dans mon coin également, on n'avait pas du tout les mêmes phases de jeu en fait. Il y a un moment où moi je me faisais harceler par le tueur, j'ai eu 50 milliards de QTE à faire, j'ai fait tous les boutons de la manette pour pouvoir m'en sortir, donc j'étais vraiment sous tension et sous pression, et lui il était en mode exploration et il devait résoudre des petites énigmes pour allumer quelque chose en fait. Ok. Donc ce qui est bien, c'est que en fonction du jeu, il y a une certaine replay value dans le sens où si on veut recommencer le jeu avec d'autres personnages, on pourra faire des choses complètement différentes, ce qui était moins le cas sur les autres. D'accord. Et c'est d'autant plus dommage que les personnages sont pas charismatiques en fait. On est avec eux, on a l'impression d'être plus avec eux, c'est juste que ces persos sont, à mon sens, mal écrits. Ouais, t'as moins envie de les jouer, quoi. Le décor est intéressant, on se retrouve dans un vieil hôtel en fait, l'hôtel justement des meurtres. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont repris des photos de l'hôtel de l'époque en fait, pour pouvoir modéliser l'environnement de jeu. Donc ça donne un petit cachet, un petit peu à la Shining et tout. Donc moi j'ai beaucoup aimé arpenter cette map pour le coup. Et pour finir, le conservateur, chaque jeu de la série Dark Pictures en fait est ponctué d'interventions du conservateur. Donc c'est un homme d'une 60aine d'années en fait qui gère une bibliothèque et qui va commenter tout ce qu'on a fait pendant notre pendant notre aventure, donc en bien ou en mal. Donc il a toujours des interventions un petit peu sarcastiques à certains moments, et ça c'est vraiment le plus au niveau de la narration. Au niveau des moins par contre, donc je vais le répéter, mais les personnages stéréotypés, peu intéressants, et surtout avec qui on n'éprouve que très peu d'empathie. Le jeu est bardé de bugs, enfin vraiment c'est dégueulasse, et j'ai craché 4 fois en 5 heures de jeu. Quoi. Ah ouais, abusé. Que c'est abusé. Et surtout, je l'ai trouvé moins joli que les autres jeux, en fait. Comme si... en fait, tous les autres sont optimisés série X, et on voit, il y a des détails sur la peau des personnages, ou quoi que ce soit, ce que je n'ai pas retrouvé là, en fait. À certains moments, le jeu est beau, mais sinon, globalement, je l'ai trouvé vraiment en deçà des autres, en fait. Un peu bâclé, non Bah ouais, j'ai l'impression, en fait, il y a The Quarry, un gros jeu qui est sorti cette année, et le développement a été fait en simultané. Je me demande s'ils ont pas mis tout le budget dans The Quarry, et celui-ci l'ont un peu laissé de côté, en fait. Et ça m'a un petit peu gêné, j'avoue. Le premier chapitre est horrible. En fait, on a un prologue qui est vachement bien. Après, on a le premier chapitre, donc qui va nous présenter les personnages, où au final, le gameplay est très peu intéressant. C'est écrit avec le cul par les scénaristes de Premier Baiser. Enfin, vraiment, c'est toute la partie présentation des personnages, non, ça le fait pas. Quand on a fini le premier chapitre et qu'on est arrivé au deuxième, donc c'est toujours en 3 actes. Il y a un prologue, on a l'acte 1, présentation des personnages, l'acte 2, où on est dans le dur, et l'acte 3, c'est la conclusion, un peu comme un film, en fait. Et le premier acte, vraiment, il rend pas honneur au jeu, quoi. Pareil, dans les autres jeux, en fait, on avait possibilité de gérer comme on voulait les relations entre les personnages. Dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait un forcing assez insistante sur une relation entre 2 personnages, et on a dû vraiment prendre les pires choix pour pouvoir refuser cette relation, en fait. J'avais l'impression que le jeu nous l'imposait. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'au final, bah, c'est pareil, des fois, c'est un peu un non-sens, en fait. Quand on est en train de jouer, on se dit, ouais, si le personnage il réagit vraiment comme ça, c'est un odieux connard, en quoi ils vont s'adresser la parole derrière, en fait. Du coup, ça m'a sorti un petit peu de l'histoire. Les jumpscares sont nuls, il y en a 3-4, c'est vraiment genre le chat qui passe devant la fenêtre, un mannequin qui tombe, enfin, c'est vraiment le degré 0 du jumpscare, c'est pas travaillé du tout. Et j'ai pas trouvé ça ouf. Et les musiques sont tellement inexistantes que je ne m'en souviens plus, en fait. Autant dans les premiers, je me rappelle des mélodies un petit peu de ce qui se passait à certains moments. Là, je me rappelle plus, et j'ai fait le jeu vendredi soir, donc il y a 2 jours. Donc tu vois... Donc pour moi, c'est un bilan très mitigé sur ce dernier volet de la saison 1. Car pour moi vraiment la série montait crescendo. Man of Medan était cool, Little Hope était mieux, House of Ashes était encore mieux, à chaque fois ça montait. Là, tout ce qu'ils ont rajouté dans le gameplay, c'est très intéressant, mais le problème c'est que l'histoire est tellement peu intéressante que du coup voilà quoi, c'est un peu le soufflet qui tombe, et surtout le jeu part dans tous les sens, quoi. À un moment, il y a des inspirations Saw, à un moment, c'est Shining, à un moment, ça part sur Vendredi 13. Enfin, le jeu, il bouffe tellement à tous les râteliers que, du coup, d'une pièce à l'autre, on peut changer totalement d'environnement, en fait. Comme s'il savait pas trop où il voulait aller, tu vois.
Et donc ça, c'est un peu... ouais, c'est complètement dommage, quoi. Bon, déception pour toi. Ah ouais, déception, parce que j'attendais vraiment celui-ci, puis bah moi je sais que c'est mon jeu d'Halloween, tous les ans je le fais depuis 4 ans maintenant, donc j'ai toujours été chaud. Et au final, bah le soufflet est un peu retombé. Il y a des bons passages, mais c'est pas un bon jeu pour autant, quoi. Et pour finir, le premier titre de la saison 2 de Dark Pictures a été annoncé, donc ça s'appelle The Dark Pictures Directive 8020, ou 8020, on ne sait pas encore. Et là, ça devrait se passer dans une station spatiale avec une créature polymorphe, en fait, qui se balade dans les coursives. Inspiration Alien et The Thing, bien sûr. Donc, Thing, j'allais dire. Ouais. Voilà, je suis hypé, mais comme toujours, forcément. Mais là, on va vraiment être dans un cadre totalement différent, donc ce qui peut être cool. Ça peut être sympa. Ils vont surfer un peu sur la Callisto Protocol et Dead Space qui sont à la mode, je pense. C'est ça sort encore pour Halloween l'année prochaine. Le truc, c'est que le jeu... ce jeu-là ne m'a pas dégoûté du reste de la franchise, bien au contraire, c'est un jeu anthologique. J'ai juste pas été sensible à la proposition, sachant que quand je regarde les notes métacritiques, en moyenne, le jeu a pris 73 sur le Metascore, ce qui est quand même une bonne note, au final. Oui, c'est une bonne note. Donc c'est juste au niveau, par contre, du score des joueurs, là on est sur du 3,3. Donc tu vois, c'est... Oh là là, ok. c'est pas la même ambiance. Après bon, il y a qu'une vingtaine d'évaluations, donc c'est pas énorme non plus. Mais bon, on sent bien qu'il y a quelque chose. Je pense pas que ce soit une lassitude, au contraire, parce que le jeu a vraiment su se renouveler. C'est vraiment que c'est... Je pense qu'ils l'ont délaissé au profit de The Quarry. Ils sont passés à côté, quoi. Voilà, je vois plus ça comme ça. De ce que tu as l'air de dire, j'ai le sentiment, tu vois, en t'écoutant, qu'il y avait des bonnes propositions, notamment sur le méchant, l'antagoniste, mais que le jeu manque d'identité. En fait, ces personnages sont creux. Tu dis le jeu, il sait pas où aller. Enfin, c'est ça où ils ont raté le coche, quoi. Après, dans les autres aussi, les personnages étaient un peu stéréotypés, mais il y avait toujours ce petit quelque chose qui rendait le personnage intéressant, quoi. Attachant. Ouais. Même certains persos un peu antipathiques, ils restaient malgré tout intéressants. Je me souviens, dans Little Hope, il y a une personne plus vieille, on va dire. Dès le début du jeu, on se disait avec mon pote, on va la buter. Dès qu'il y a moyen, on la bute. Et finalement, on l'a sauvé, tu vois. On l'a sauvé parce que voilà, et son perso était intéressant à jouer et tout, et malgré tout, derrière, on comprend pourquoi elle est comme ça, parce que sa psychologie est développée, quoi. Là, non. Là, le personnage, et voilà, il est comme ça, point barre. Le vieux réalisateur qui gueule tout le temps parce qu'il a pas de clope, son objectif de tout le jeu, c'est de trouver des clopes. En fait, donc, c'est marrant parce que quand tu le joues, du coup, tu vois qu'à chaque fois, il a moins de trouver une clope, mais pas de bol. Le distributeur marche pas, ou alors, il a pas de briquet, ou il y a pas de truc. Donc ça, c'est plutôt cool, mais au final, ça en fait pas un personnage travaillé. En fait, son seul objectif, c'est la clope. En fait, il y a pas de nuance dans son perso. Ok. Bon, bof, hein. Ouais, donc voilà, c'est pas ouf. Ça a été 2 tests en tout cas, j'espère assez riches pour vous. On a travaillé les sujets pour vous faire quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, écoutez un petit peu un instant autopromo. On aime bien aussi parler de ce qu'on fait. Donc, on anime la page Facebook, le Twitter, on a une page Tipeee aussi. Mais surtout, ce qui est important pour nous dans tout ça, c'est que, interagissez, proposez-nous des sujets, des jeux. On a testé des jeux qui nous ont été proposés par des auditeurs. On joue avec 2 éditeurs, hein, de Dark Pictures, tu l'as fait avec un de nos éditeurs les plus fidèles. C'est vrai. Donc vraiment, on compte sur vous on a besoin de vous en tout cas pour faire grossir cette communauté et surtout faire vivre ce podcast. Parce qu'on le dit à chaque fois, c'est notre formule, mais c'est un podcast qui vous appartient avant tout. Nous, on prend en tout cas qu'il y aura énormément de plaisir à le faire et le préparer et vous le présenter. Et écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Kira, sur cette partie, mais en tout cas, on a besoin de vous, ça c'est certain. Et parler de nous autour de vous, c'est important pour nous. Exactement, n'hésitez pas vraiment à partager, à nous faire des remontées également. C'est vrai qu'on le sent, nous, on s'est amélioré au fur et à mesure des podcasts, que ce soit techniquement ou même dans notre façon d'appréhender les choses. On reste des amateurs, forcément, mais on est vraiment très preneurs de vos remontées et de vos critiques constructives. Et écoute, passons sur nos sujets hors sujet, hein, mon cher Kira, et je vais ouvrir le bal avec une licence qui nous est chère à tous les deux, qu'on aime par-dessus tout, qui est Dune. C'est vrai. Alors, Dune Imperium, qu'est-ce que c'est ? D'ailleurs, pour Taverne du Gamer, traiter du jeu de société, ça faisait un moment qu'on voulait le faire, hein, Kira, et on est dans du sujet hors sujet, mais qui est quand même... C'est pas du jeu vidéo, mais c'est du jeu quand même, donc... c'est ludique. J'espère que... Voilà, on espère que la proposition va vous plaire, vous nous direz. Mais en tout cas, Dune Imperium, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un jeu
cartes et de plateaux, un mix, vous verrez. Donc dans l'univers de Dune, qui est édité par Lucky Duck Games. Aux commandes de ce jeu, quelqu'un que j'adore, qui est le très talentueux Paul Denen. Pour ceux qui maîtrisent, enfin qui aiment bien les jeux de société, on lui doit toute la série des jeux Clank. Et je sais par exemple que notre Charles, notre ingé son, notre compositeur, réalisateur, bref, la personne qui nous épaule sur la partie technique, est un grand fan du jeu Clank et je le conseille à tout le monde, c'est mortel. Et donc, ce jeu nous place, on est sur Dune, donc sur la planète, on est dans l'univers de Dune, donc la planète Arrakis. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une planète entièrement de sable, mais qui a des ressources, l'épice notamment, qui permet, qui est indispensable dans l'univers de Dune pour pouvoir faire du commerce, se déplacer, etc. Et donc le principe du jeu, comme à son habitude, Paul Denen du coup aime bien mélanger les genres. Donc en fait, on est sur du jeu de plateau, donc il y a un beau plateau. Enfin, il y a un plateau, il y a un plateau de jeu dans lequel on va gérer des ressources. Donc, je reviendrai sur la récolte de ressources. On fait des alliances aussi. Il y a des différentes factions avec qui on peut faire des alliances. Mais surtout, c'est un jeu de deck building. Donc le deck building, qu'est-ce que c'est ? C'est le jeu de cartes pour moi par excellence. Je préfère même au JCE classique, à la Magic, Pokémon, etc. Moi, je suis vraiment en ce moment dans un mood deck building où donc on commence tous avec le même paquet de cartes, avec une dizaine ou une douzaine de cartes selon les jeux. Chaque joueur a un paquet de cartes identique et on va utiliser ces ressources qu'on va collecter soit avec les cartes, soit par d'autres moyens, pour acheter dans une banque de cartes d'autres cartes qui vont agrémenter notre deck. Et comme ça, quand on utilise toutes nos cartes, elles vont dans la défausse. Après, on récupère notre main, on mélange. Et petit à petit, notre deck va s'agrémenter des cartes qu'on aura achetées. Ce qui permet sur le long terme, de construire des stratégies, de faire des combos et des synergies entre les cartes qu'on va récupérer. Et ça, à mon sens, c'est vraiment ce qu'il y a de plus valorisant et fun dans le jeu de cartes à l'heure actuelle. D'accord. Mais comme notre cher Paul qui est aux manettes aime bien mélanger les genres, donc ça, le deck building, c'est un genre de jeu à part entière. Mais il a rajouté aussi par-dessus un plateau avec lequel on va positionner des agents. Donc on a des petites figurines et avant cette phase de deck building, on va positionner des agents sur le plateau qui vont nous permettre de récolter des ressources. Donc de l'eau, des Solaris ou de l'épice. Solaris, c'est la monnaie de l'univers. On peut faire aussi monter les jauges d'alliance. Donc je regardais parce que j'ai les règles à côté, c'est mon petit pense-bête. Donc on peut faire des alliances avec l'empereur évidemment, avec la guilde spatiale, avec les Fremen. C'est les personnes qui sont natifs d'Arrakis, donc les personnes qui habitent sur cette planète, qui sont un peu des nomades, et aussi les Bene Gesserit, qui sont un ordre un peu plus occulte, sombre, qui tire les ficelles comme des marionnettistes un peu dans l'ombre de cet univers de Dune. Et donc nos agents, on va les positionner dans notre phase d'agent du coup pour créer des alliances, récupérer des ressources, avoir des cartes bonus, faire de la conquête de territoire et des combats. Et à ça, on a aussi une carte de leader qui, donc au début du jeu, on sélectionne notre leader, des dirigeants de l'univers de Dune. Il y a les Atreides, évidemment, il y a Paul, enfin bon bref, il y a tous les héros de l'univers qui nous permettent d'avoir des niveaux de difficulté différents et des compétences différentes. Vraiment un jeu très complet. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu ? Donc c'est des cartes, déjà les cartes et les illustrations sont très jolies et c'est inédit, elles ont été faites pour le jeu. Et ça, je sais que pour l'avoir parlé aussi avec un de nos auditeurs qui est attaché à ça, de pas avoir des cartes où c'est des screens du film ou autre. Ouais, là non, c'est important. Là, ça a été spécialement dessiné pour le jeu et c'est très joli. Comme je l'ai dit, le gros point fort du jeu, c'est la variété des actions. Il y a du deck building, il y a de la stratégie, il y a des alliances, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment très bien. C'est très très bien conçu. Les mécaniques sont très intelligentes. C'est un deck building qui est vraiment très bien équilibré. C'est un peu le sel de ces jeux-là. Il faut que le deck building soit bien équilibré et là, c'est le cas. Je vous ai cité pas mal de mécaniques, mais le jeu reste quand même très accessible et c'est valorisant pour le joueur. Ça veut dire qu'il y a pas mal de petites choses à faire dans le jeu, mais toutes ces petites actions sont très faciles à appréhender, elles sont logiques,
Donc on n'a pas de mal à se dire tiens il faudrait que je fasse ça à ce moment-là, etc. Ce qui donne finalement une variété d'actions. On fait plein de choses différemment, plein de choses différentes, plein de choses assez faciles à réaliser, mais qui finalement on va finir par faire des combos, des enchaînements d'actions qui vont être assez fluides et naturels. Et je trouve que c'est hyper valorisant pour le joueur. Tout le monde vraiment s'y retrouve et on est content à chaque tour de faire placer nos petits agents, après acheter les cartes qui nous intéressent, puis les utiliser, etc. C'est vraiment bien fait. Et en point un peu plus négatif, je trouve le plateau un petit peu tristouné. L'univers de Dune, c'est quelque chose de très joli. Il y a des mélanges des genres, en plus avec les différentes factions. Il y a des choses assez dark. Dune, c'est vraiment désertique, mais il y a les vers des sables, etc. Enfin, il y a pas mal de choses dans l'univers de Dune qui sont très variées. Et là, je trouve le plateau un petit peu tristouné. C'est le seul petit défaut. Mais les cartes restent très jolies, mais le plateau, lui, il est pas très sexy. Je vous mettrai des photos, vous verrez. Tout se passe sur la planète Arrakis ? Ça se place sur la planète Arrakis, tout à fait. Où il y a des vaisseaux autour, peut-être l'accès à d'autres planètes. Mais non, pas trop. Tu vois, ça se passe vraiment sur Arrakis, où on a des petites zones d'Arrakis qu'on va aller essayer de conquérir. Et sur les extrémités du plateau, en fait, c'est là où on positionne nos agents pour créer des alliances avec les Fremen, avec l'Empereur, etc. Donc c'est pour ça, vraiment, en termes d'environnement, c'est pas très bien représenté. C'est pas très très joli, je trouve, ce plateau. C'est le seul point qui est un peu dommage. Et au niveau du jeu, ça ressemble à un autre jeu de société que tu as déjà fait, ou c'est vraiment une proposition très atypique ? C'est une proposition très atypique, mais ça ressemble en fait, ça ressemble beaucoup à Clank, mais c'est normal, le gars l'a fait. Où Clank, on joue des petits, des personnages qui vont devoir récupérer. C'est des chasseurs de trésors en fait, donc il faut descendre le plus profondément possible sur la map pour récupérer des trésors plus rares et puis essayer de remonter. Donc t'as cette notion de jeu de plateau, de figurines, couplé à un deck building aussi. Mais en termes de deck building pur, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on voit sur Ascension ou Thunderstone. C'est vraiment du deck building simple et efficace, facile à appréhender, mais qui reste valorisant. Et donc en conclusion, du coup, c'est très bien construit. Comme je l'ai dit, il y a de nombreuses mécaniques, je ne vais pas me répéter. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, le jeu est abordable, riche. C'est une demi-heure par joueur, c'est de 1 à 4 joueurs, donc si on est 4 c'est des parties de 2 heures, si on est tout seul, on peut jouer tout seul contre le jeu, c'est une demi-heure, c'est très profond. Toutes les parties sont différentes, il y a beaucoup de rejoignabilité, c'est ça qui est très très cool. Et non, vraiment, ce jeu, c'est un vrai plaisir comme on les aime. On passerait des très bons moments dessus. Ouais, carrément, c'est des parties de combien de temps à peu près C'est des longues parties ou c'est des parties courtes ? On est à 30 minutes par joueur. D'accord, mais ça c'est parce que t'es aguerri, mais je parle au début. Tu sais, souvent les premières parties sont toujours un petit peu plus techniques ou quoi que ce soit. Est-ce que t'as mis du temps, plutôt à assimiler les règles ? C'est plus dans ce sens-là en fait. Alors il y a un petit temps d'adaptation, c'est vrai, mais qui au regard des règles était tu vois, c'était plus facile à appréhender que je le pensais. Donc bien évidemment j'ai potassé les règles. Il faut bien une bonne heure et demie, 2 heures pour les appréhender. Mais en jeu, les personnes avec qui j'ai joué ont tout de suite appréhendé sans difficulté. Donc tu vois, il y a un temps d'adaptation, mais qui est pas phénoménal. Ça reste vraiment facile d'accès et intéressant dès le début. D'accord, ok, oui, c'est ça. Donc si on joue avec des novices, par exemple, il y a moyen de trouver ça fun très rapidement, en fait. Ouais, ils apprécieront très vite, tout à fait, ouais. D'accord, ok. Bon, intéressant. Moi, ça me tente beaucoup, en tout cas. Et puis l'univers, on l'adore. Hein. Ah bah oui, ça c'est clair. Là, je suis en train de regarder mon steelbook en face. Il est magnifique. Ah oui, ton steelbook de... Bon, le film de Lynch reste bien évidemment meilleur, mais c'était un très bon film. On va pas lancer le débat là. Oui, on va pas lancer le débat. Après, moi j'ai du mal avec le film de Lynch, mais ça reste un bon film également. Mais c'est vrai que ça pique un peu, quoi. C'est Lynch, hein, il y a toutes ces marottes. Après, faut être sensible à son cinéma, quoi. Moi, j'adore. Moi, pour mon sujet hors sujet, donc je vais parler de Black Panther Wakanda Forever. Forever, tout à fait. Le dernier film du MCU, donc réalisé par Ryan Coogler, sorti en 2022. Il s'agit du 30e film de l'univers cinématographique Marvel. C'est tout. Et c'est le 7e et dernier de la phase 4. Donc t'imagines 30 films depuis 2008. On est en 2022. C'est fou. Ça fait beaucoup, beaucoup quand même. Après, l'idée de la suite de Black Panther donc remonte à 2018, juste après la sortie du film. Les plans ont été remis en cause après la mort de l'acteur de Chadwick Boseman en 2020, qui a incarné le personnage principal. Et ça va se ressentir tout au long du film. Bon, je spoil un petit peu, mais enfin mon avis du moins, pas le film. Ça se ressent, mais pas dans les meilleures, pas dans les meilleures conditions, quoi, en fait. Au niveau du synopsis, donc après la mort du roi T'Challa, alias Black Panther, le Wakanda est en deuil et la reine-mère Ramonda a repris le siège royal avec l'aide de sa fille Shuri, aidée Dora Milaje ainsi que M'Baku qui vient de temps en temps pour donner des conseils.
Un an plus tard, alors que les regards des puissances internationales se montrent méfiantes envers les Wakandais qui régulent l'accès au vibranium, un filon du précieux métal est repéré dans les fonds marins grâce à un détecteur encore en test. Namor, le souverain du royaume sous-marin de Talokan, menace de déclarer la guerre à la nation africaine et Ramonda, Shuri ainsi que Okoye vont devoir compter sur leurs quelques alliés pour éviter un conflit mondial. Déjà, je vais commencer, il y a 2 choses dans ce film. Donc on sent que le scénario avait été écrit à l'avance et tout, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le décès tragique du comédien principal a remis en question beaucoup de choses dans ce film. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on a 2 films en un, en fait. C'est-à-dire, on a la trame principale qui était prévue initialement et ils ont greffé quelques éléments du décès de l'acteur, en fait, pour lui rendre hommage, déjà, bien sûr, pour justifier son absence. Mais c'est un peu fait au forceps. Autant les 45 premières minutes du film, donc il y a l'hommage à T'Challa qui est vraiment très touchant. La scène pré-générique avant les logos du MCU est quand même très forte. Et surtout, tous les logos, tu sais, du MCU où tu vois écrit Marvel, ils ont mis des images de l'acteur, donc décédé, mais sans musique, sans rien en fait. Et c'est vrai que on était dans une salle qui était quand même bien pleine. Il y a beaucoup de gens qui retenaient limite, même moi, le premier, qui retenaient leur respiration à ce moment-là. Tu sens qu'il y avait quand même l'hommage et que c'était très sincère, en fait. Ok, il y avait de l'émotion, ouais. Et voilà, il y avait de l'émotion et d'un côté, je trouve ça très couillu à Marvel de ne pas avoir remplacé l'acteur. Ils ont décidé de pas non plus le faire apparaître en image de synthèse. Donc, ils l'ont intégré à l'histoire. Voilà, T'Challa est mort, en fait. Donc, ça crée quelque chose de très différent avec le reste du MCU. Il y a cette tragédie vraiment quand le film commence qui change un petit peu des potards habituels de Marvel en fait. C'est aussi également le film qui a le moins d'humour. Je reviendrai là-dessus. Et quand il y a de l'humour, il est tout pourri. Donc du coup, ça paraît un peu forcé. En fait, il y a 1 ou 2 personnages qui vont servir de comic relief. Mais c'est pas les personnages vraiment les plus intéressants. Donc voilà, au niveau des plus, du coup, j'ai mis les 45 premières minutes et l'hommage à T'Challa, bien sûr. Angela Bassett, l'actrice qui joue le rôle de la reine mère, en fait, est vraiment top. On sent la douleur de cette femme, on sent surtout le charisme et la force qu'elle a. Il y a une scène où elle parle aux Nations Unies. Voilà quoi, le personnage, il est elle en impose. Tu sens qu'elle en impose quoi. C'est clair là-dessus, de ce côté-là, c'est vraiment cool. Et Namor, qui est pour moi le meilleur personnage du film, donc il joue l'antagoniste, il joue le roi d'un royaume sous-marin en fait. Ils se sont inspirés de la culture aztèque pour le redesigner parce qu'à la base Namor dans les BD c'est pas ça du tout. Namor dans les BD ressemble plus à Aquaman de base. Là non, ils ont vraiment voulu, ils sont partis dans un autre délire. Et en gros, tu prends Aquaman le film. Tu fais l'inverse. La cité de Namor, en fait, c'est une cité maya très très sombre avec un soleil artificiel dans l'eau, tu vois. Cité qui est pas très bien rendue, soit dit en passant. Mais ils sont partis dans un truc plus nature, on va dire. Alors que quand tu regardes Aquaman, c'est plus futuriste, c'est fluo. Ils ont des espèces de vaisseaux sous-marins. Enfin, tu vois, ils ont vraiment pris le total inverse. La proposition est plutôt bonne. C'est juste qu'elle est pas très bien rendue dans le film. C'est dommage. Et c'est vraiment un super personnage, son flashback quand il est jeune est intéressant, ce qui m'a vraiment plu dans le film. Là on va aller dans les moins du coup, tu vois, il y a pas beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce film. T'as pas mis beaucoup de plus là, tu m'inquiètes. Hein. Ouais, j'ai pas mis beaucoup de plus, en fait pour moi c'est vraiment une grosse déception. Déjà la première chose, ça dure 2h50, c'est trop long. C'est vraiment trop long quoi. Pourtant un film long ça me gêne pas, le Snyder Cut il dure 4 heures, ça passe crème. Watchmen il dure 4 heures en version longue, ça passe crème également. Tant que ce qu'on me raconte est intéressant, et là le problème c'est que le scénar je le trouve pas ouf en fait. Il y a des enjeux qui sont posés en début de film, mais du coup je pense que c'est des enjeux qui ont été rajoutés après la mort de l'acteur principal, mais du coup qui sont pas traités pendant 80% du film, et ils en reparlent les 5 dernières minutes en fait. Donc du coup j'ai trouvé que l'hommage autant au début est très bien, et à la fin j'ai trouvé ça un peu décevant là-dessus. Et il y a des moments où vraiment j'ai regardé ma montre. Il y a toute la première partie, donc 45 premières minutes, c'est bien, et dès qu'il commence à arriver aux États-Unis, là pour moi c'était vraiment la déception. Un calvaire interminable, vraiment. C'était Ah ouais, carrément, d'accord. Ah ouais, non, c'est la première fois que je suis sorti pendant la scène post-générique du film en fait, parce que j'en avais rien à faire. Donc, et pourtant je les ai tous vus quoi. Donc Namor, très bien, mais sous-exploité, il doit être là 1/4 d'heure, 20 minutes grand max dans le film en fait, et c'est dommage parce que le peu on le voit, le perso il en impose quoi, mais derrière après il y a des moments on a l'impression qu'il a disparu du film et c'est un petit peu dommage.
Ça citait ce que je disais tout à l'heure, c'est très très sombre, il y a un rendu un peu cheap en fait. Alors, je regardais la critique de Joueur du Grenier là-dessus et Seb a dit j'ai l'impression de voir des hippies au fond de la mer. C'est un peu ça, clairement c'est un peu ça. C'est vraiment le parfait opposé à comment dire à Aquaman là-dessus et au final tu vois 3 minutes de scène où il te présente la ville, mais bon. Voilà, c'est vraiment ça, c'est sans plus quoi. Il y a un nouveau personnage qui a été intégré, Riri Williams, alias Ironheart, qu'on a dans les BD. L'intégration elle est faite au forceps. Le personnage est pas intéressant. À chaque fois qu'il fait des blagues, c'est nul. Ça non plus, j'ai trouvé ça vraiment. C'était pas nécessaire en fait. C'était pas nécessaire. En gros, ça manque de personnage principal. Il y a trop de personnages secondaires. Et le fait que leur acteur principal est décédé entre-temps, et que l'actrice Laetitia Wright, celle qui joue Shuri, n'a clairement pas les épaules pour reprendre le film, en fait, ils ont essayé de leur faire des mini-arcs, en fait, qui cohabitent. Donc on va avoir l'arc de Shuri, on va avoir l'arc de la mer, on va avoir l'arc de Okoye, par exemple, et du coup, ça manque de figures, et on s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe au final, quoi. Et pareil, entre la représentation de son personnage dans le premier film, où elle jouait la geek, le personnage qu'on avait, entre guillemets, rien à faire de la culture ancestrale du Wakanda, qui voulait ouvrir le Wakanda vers l'avenir, et ben là j'ai l'impression qu'il a fait un 180 degrés, quoi. Et encore une fois, je pense que c'est les stigmates de la réécriture. Il y a des nouveaux costumes, ils sont dégueulasses. L'armure de Ironheart, mais vraiment, hein, c'est un cosplay de Power Rangers ou de Bioman, quoi. En image de synthèse toute lisse, toute moche, enfin... Je pense que ça va être retraité à la sortie Blu-ray, mais vraiment, c'est atroce. Pareil, ils ont créé des nouveaux costumes pour les Dora Milaje, là. On dirait un Predator Wish, quoi. C'est des costumes avec des rastas bleu fluo, là. C'est ignoble, mais c'est ignoble à regarder. Et en fait, c'est dommage, c'est que le MCU a toujours eu des costumes un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu cheap, mais ils ont toujours su garder cette crédibilité, en fait. Et ben là, je crois qu'on a franchi un cap, en fait. C'est que là, ils assument le côté comics à fond, mais ce qui rend bien sur des pages de bande dessinée, rend pas forcément bien évidemment, animé. À l'écran. Et voilà, et toute la scène de combat de fin qui se passe sur l'océan, hein, parce que bon, ça tourne autour de ça, du coup, comme le décor est vide, les costumes, ils ressortent vachement, en fait. Donc quand t'as un truc rouge fluo qui vole, t'as un autre truc bleu au sol qui est en train de se battre avec un bâton électrique, tu fais ouais, ok, c'est un peu dégueulasse, quoi. Et pour finir, il y a un autre truc qui m'a un peu saoulé, c'est que j'ai l'impression que tous les hommes dans ce film sont des blaireaux inutiles. Il y a certains personnages comme alors c'est pas le général Ross, il est quoi, je sais plus, enfin comme Ross, l'acteur qui est joué par Martin Freeman, qui joue dans le Hobbit, qui avait un rôle très secondaire dans le premier Black Panther. Là c'est pareil, il est inutile, il est rajouté au forceps, qu'il soit là ou pas là, ces scènes elles servent à rien en fait. Il est là pour amorcer la présentation d'un nouveau personnage insupportable, mais sinon le perso ne sert à rien. Pareil, il y a M'Baku, qui est un personnage que j'appréciais, qu'on voyait un petit peu aussi dans le premier. Ce personnage, c'est le cliché du bourrin qui gueule tout le temps, et au moment où il a une scène de combat, il se prend une droite et il est KO, quoi. Donc, et à chaque fois qu'un homme peut faire quelque chose dans ce film, non. C'est pas bien. Donc je sais pas, est-ce que c'est un message ? Je me suis posé la question à la fin du film. Moi j'ai pas besoin spécialement d'avoir des protagonismes masculins pour pouvoir m'identifier, hein. Alien par exemple en est un parfait exemple. J'adore cette saga, Ellen Ripley est une femme et il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils ont volontairement downgradé les mecs pour essayer de mettre en avant davantage les trois femmes du casting principal. Donc voilà, pour moi c'est la plus grosse déception du MCU. Je sais que beaucoup de personnes apprécient ce film et encore une fois, je ne remets pas en cause l'hommage à l'acteur, à Chadwick Boseman en fait, mais c'est pas le film que j'attendais, quoi. Ouais, je crois qu'il cartonne en plus, hein. Le film marche bien et je pense qu'il va plaire à beaucoup de personnes. Parce que la proposition est différente, parce qu'ils ont vraiment voulu rendre un bel hommage ou quoi que ce soit. À côté de ça, je parlais d'un film pas terrible, mais je parlais de Fast and Furious 7, j'ai trouvé que l'hommage de Paul Walker à la fin était plus touchant, était plus, était davantage pertinent, marquant, voilà. Que là, au début, c'est très bien, et après, le petit rappel en fin de film, il y a un drame qui se passe au milieu du film, et du coup, le fait de repartir sur l'hommage à la fin, c'est comme s'il voulait amenuiser le drame du milieu, enfin... Ouais, j'ai pas été emballé, quoi. Bon, tu conseilles pas d'y aller, quoi.
Voilà, je le reverrai une deuxième fois parce que j'aime bien quand j'aime pas un film, j'aime bien le regarder une seconde fois pour me refaire un avis définitif. Je retournerai pas le voir au cinéma, c'était trop long, je le regarderai chez moi. Mais voilà, pour moi, c'est le film le moins bon de tout le MCU en fait. Est-ce qu'il ira rejoindre ta collection de Steelbook quand même ou pas ? Oui, je pense pour finir, pour quand même continuer la collecte, oui, mais voilà, c'est pas un film que. Après, je me dis, bon, le film il sert pas à grand chose en plus. Il y a les choses qui sont amorcées, c'est les choses dont je m'en fiche un petit peu, donc si j'ai pas. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, enfin, c'est à voir. J'attends, là, je suis peut-être un peu sur le retour à chaud, mais oui, j'ai été très déçu. Bon, si tu changes d'avis, tu nous le diras. Mais je pense pas, vu ce que tu cites, il n'y aura pas un volte-face. Je pense pas que ça devienne le meilleur film du MCU du jour au lendemain. Et encore une fois, je critique pas les gens qui l'ont aimé. Au contraire, hein, j'ai beaucoup échangé avec une personne sur un groupe cinéma que j'apprécie beaucoup, qui a un avis totalement opposé au mien. Il a adoré, il l'a vu 3 fois, ce que je peux comprendre. Après, moi, ça m'a vraiment pas touché en fait, parce que j'ai trouvé que c'était mal fait. Et comme tu dis, à chacun de se faire son avis. Hein. C'est ça l'intérêt d'échanger. Ça, hein. C'est faites-vous votre avis, c'est important. Un retour de test ou quoi que ce soit, c'est que un avis parmi tant d'autres. Ce qui compte, c'est votre ressenti et votre avis à vous, quoi. Et si vous avez adoré, dites-nous pourquoi, ou même si vous avez détesté, dites-nous pourquoi, mais en tout cas, ouais, ton avis est structuré, tu as argumenté, donc voilà, t'as raison de c'est surtout très dur sans spoiler, en fait. Ouais, bien sûr. Avec du spoil, j'aurais pu balancer dans tous les sens, mais là, c'est compliqué. Bon écoute, ceci va clôturer notre podcast, hein, mon cher Kira. Ça a été, comme d'habitude, un grand plaisir à animer. On espère que c'est pas trop dense et que vous avez apprécié le contenu. Et comme on l'a dit, voilà, faites-nous part de votre avis, vos suggestions pour le prochain. On tourne toutes les 2 semaines, donc d'ici là, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Kira, avant de clôturer ? Non, c'est clair, ce fut un plaisir. J'espère que ça sera pareil pour vous en l'écoutant. Moi, je vous dis à dans 15 jours avec des nouveaux tests, des nouveaux sujets hors sujet, des nouvelles news. Et de la passion, toujours, du jeu vidéo et d'autres. Et de la passion, c'est important. Et dites-nous, dites à Kira et moi pour le hors-série sur les Game Awards si ça vous tente, si vous êtes chaud. Et si vous l'êtes, écoutez, on va travailler pour vous. On va potasser ça. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.